Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement, celui de Ville-Marie. Nous sommes le 9 septembre et écoutez, je tiens à saluer celles et ceux qui m'accompagnent ce soir. Tout d'abord, M. Serge Sasseville, qui est le conseiller du district de Peter McGill, M. Robert Baudry, le conseiller de ville du district de Saint-Jacques, Mme Sophie Beaucerol, conseillère de ville du district de Sainte-Marie, ainsi que Vicky Gondin, conseillère désignée. Je tiens à saluer le directeur de l'arrondissement, Marc Labelle. Et M. Labelle, je vous laisse présenter votre équipe. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir. Je suis accompagné de Jean-Luc Larchevêque, directeur des services administratifs, Alain Dufresne, directeur des travaux publics, Gina Tremblay, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, Stéphanie Turcotte, directrice de l'aménagement urbain et de la mobilité, Anne-Marie Lemieux, maître Anne-Marie Lemieux, secrétaire d'arrondissement, et maître Laura Floresco, secrétaire recherchiste. Merci. Merci beaucoup, M. le directeur. Je tiens également à saluer M. Guillaume Théberge, le commandant du poste de quartier 22. Merci d'être avec nous. M. Théberge est accompagné de ses collègues. La commandante du poste de quartier 12, Mme Marie-Ève Lamarche, ainsi que M. Simon Rivard, le commandant du poste de quartier 20. Bonsoir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, et bien sûr, la période de questions des citoyens et citoyennes, permettez-moi de vous donner quelques nouvelles. Alors, oui, c'est la rentrée. C'est notre premier conseil d'arrondissement pour cette nouvelle année. Une année qui va être, j'en suis certaine, en tout cas, un automne qui devrait être haut en couleur, puisque c'est une campagne électorale qui va bientôt, je pense que c'est le 19 septembre qui va commencer. Mais dans l'immédiat, c'est le retour en classe de plein de centaines de milliers d'élèves, d'étudiants. Puis nécessairement, dans Ville-Marie, il y a beaucoup d'écoles primaires, mais il y a aussi beaucoup d'écoles secondaires et nos universités également. Je tenais à à rappeler à quel point, pour nous, la question de la sécurité autour des écoles, on en a fait une priorité. Entre autres en réduisant la vitesse à 30 km/h autour de toutes les écoles de l'arrondissement. On a aménagé plus de 200 dos d'âne, dont il y en a de nouveaux qu'on va même accepter ce soir. Il y a 23 nouveaux dos d'âne qu'on ajoute d'ici l'hiver. Aussi, dans Sainte-Marie, il y a des boucles de circulation qu'on a fait pour s'assurer que dans certains secteurs où il y a beaucoup de monde, donc beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, beaucoup d'élèves, bien, on puisse calmer, en fait, diminuer, voire vraiment empêcher les voitures d'utiliser pour faire du transit. Alors, bien sûr, pour se déplacer au point A, au point B, mais quand il est question de transit, de rester sur les grands axes. Bref, beaucoup de choses à faire. On a fait beaucoup de choses, il en reste beaucoup à faire. La question des photoradars demeure entière. C'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir qui se déploie partout à travers la ville. On aimerait en avoir autour de toutes les écoles. Ce serait vraiment l'idéal. C'est une bonne façon associée, ou en tout cas, c'est complémentaire, bien sûr, à des aménagements comme on les fait. Parlant d'aménagement, j'ai une belle nouvelle qui est arrivée. C'est la semaine passée, il y a 2 semaines, une semaine et demie, je perds un peu la notion du temps. C'est pas le renouvellement, mais bien le réaménagement, de la rue Sainte-Catherine-Est. Quand on se promène sur Sainte-Catherine, il y a la partie du centre qui a été refait avec des élargissements de trottoirs. Maintenant, il y a des terrasses. Bref, ça s'est beaucoup amélioré. On est en train de faire les rénovations dans Sainte-Catherine-Ouest. Mais à venir, ce sera toute la rénovation de Sainte-Catherine-Est. On va faire la surface, mais avant, il faut réparer les tuyaux de très vieilles canalisations qui doivent être réparées. Ça aurait dû être fait avant, mais coudonc, on le fait maintenant. Et on va en profiter par la suite pour réaménager. Et suite à des mois et des mois, même j'aurais envie de dire des années de consultation avec les organismes du quartier, les citoyens, la Société de développement commercial, on a fait des charrettes. Bref, on a fait plein d'activités en ligne, en vrai, pour pouvoir réfléchir à la rue Sainte-Catherine. Les gens du quartier, l'écosystème nous a demandé de la piétonniser. Et je pense qu'on est enthousiaste face à cette idée-là. Mais évidemment, on sait que pour que la rue fonctionne, piétonne à l'année, il va falloir qu'elle soit animée à l'année. On va vouloir s'assurer que la sécurité soit assurée, bien sûr, en tout temps. Toute la question également de la propreté. Donc, des choses qu'on a commencé à mettre en place, puis on va pouvoir continuer à faire. Mais considérant que la rue Sainte-Catherine-Est, c'est dans le village, c'est la première rue piétonne de Montréal.
j'ai envie de dire du Québec, ben maintenant, je suis contente que ça va être la première rue piétonne entièrement piétonne à l'année là, à Montréal également. Fait que je trouve que c'est une belle façon de pouvoir soutenir et le commerce, mais aussi le fait qu'il va y avoir à peu près au moins 20 000 nouveaux logements qui vont se construire dans les prochaines années avec le quartier des Lumières, Molson, on a pas au pied du courant, Prével, c'est... comment ça s'appelle? Esplanade Cartier, merci. On a TVA qui se rénove. Enfin bref, il y a plein de projets comme ça. L'île aux voyageurs également. Donc, beaucoup de logements qui s'en viennent. Puis nous, évidemment, on pousse toujours pour que ce soit de la mixité. C'est très important. Mais dans tous les cas, le réaménagement de Sainte-Catherine, c'est une belle nouvelle. Peut-être gestion des eaux, ça c'est important parce que la semaine dernière, on est allé visiter la rue La Rivière, qui porte bien son nom en effet, puisque cette rue va être transformée en rue éponge. Donc, on va pouvoir y circuler certains véhicules, les véhicules d'urgence également. On garde des accès pour l'école Pierre-Dupuis, mais le reste sera transformé en infrastructure éponge. Je pense que c'est pour nous, on en est très fiers parce que les problèmes dans ce coin-là sont nombreux et récurrents. Puis on sait qu'il n'y a pas une solution, surtout que les changements climatiques ou le nombre de pluies et la vitesse à laquelle elles tombent sont toujours en transformation. Mais je tiens vraiment à remercier l'équipe de l'arrondissement. On a travaillé fort dans les dernières années au niveau de ce secteur-là pour trouver des solutions innovantes, réfléchir à l'extérieur de la boîte. Donc, non seulement la rue est éponge, mais on a décidé, après suggestion de nos équipes, de même aller capter l'eau en haut du Parc des Royaux avec une canalisation spéciale pour que l'eau descende directement dans ce grand bassin de rétention qui va être très beau, agréable, inondé ou pas, mais dans tous les cas, ça va permettre d'aider. Même chose pour les ruelles. On a commencé à enverdir davantage, les rendre plus éponges. Quand on remplace la canalisation, ça vient contribuer aussi parce que la science nous le démontre. La canalisation, évidemment, de toute façon, à Montréal, la canalisation un peu partout doit être changée. Donc ça va de soi, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire en infrastructure de surface. Puis je pense qu'on a trouvé une bonne formule en proposant la rue La Rivière, c'est ce que j'aime. J'appelle ça une pierre trois coups parce que non seulement ça gère les eaux de pluie, ça va pouvoir aider ceux qui sont en bas de la côte à ne pas être inondés de façon systématique, mais ça améliore aussi la qualité de vie parce qu'on en profite pour faire quelque chose, un beau parc. Et puis également, bien, ça apaise la circulation parce que dans ce coin-là, il y a eu beaucoup de collisions dans le passé et c'est un milieu de vie qui est très, très dense, avec Pierre-Dupuis, la Groover, le Chat des artistes, beaucoup de familles, des organismes également. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est bien fiers que la rue éponge de la Rivière, je pense en tout cas, étant donné que je vois de plus en plus dans d'autres villes, des villes qui veulent avoir des trottoirs éponges, des saillies éponges, bien, éventuellement, il y aura peut-être de plus en plus de rues éponges. Dernier élément, qui en est un technique, mais qui est vraiment important, c'est ce soir, on va adopter la concordance avec le PUM. Alors, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est qu'on a présenté plus tôt cette année le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. Ça n'avait pas été transformé depuis les années 90. C'est un grand exercice qui nous a permis de réfléchir la ville à échelle humaine, mais en même temps en réfléchissant à comment on veut la densifier de façon intelligente. Puis je pense qu'on peut voir le plan là, le plan d'urbanisme vraiment comme un guide de voyage là, pour la ville. Ça montre la destination qu'on veut atteindre, c'est-à-dire plus de logements, plus de parcs, plus de pôles civiques, des écoles. On veut avoir des rues agréables, on veut du commerce. OK, mais comment on doit le planifier en amont pour que une fois qu'on commence à construire, on le fasse de façon intelligente. Ceci étant dit, chaque arrondissement, parce qu'on est des territoires différents, on a nos propres règlements pour construire puis aménager le territoire. Puis là, ce soir, ce qu'on va faire, c'est mettre à niveau les règles de l'arrondissement avec les grandes règles du plan d'urbanisme et de mobilité de Montréal. D'urbanisme et de mobilité. En gros, ce que ça veut faire, bien, vous donner des exemples précis, c'est que ça va donner plus de flexibilité. Par exemple, si on voudrait, dans certaines rues plus résidentielles, certains quartiers, je pense peut-être à Sainte-Marie ou même à Saint-Jacques, certains coins de Saint-Jacques, rajouter un étage ou penser différemment comment on veut densifier, comme on dit, rajouter de l'habitation, mais d'une façon intelligente, sans
en préservant le cadre bâti, mais ça va aussi faciliter la construction pour les tours dans le centre-ville pour pouvoir faire de grands ensembles. Alors, c'est une demande qui a été faite de plein de monde. Comment est-ce qu'on construit plus vite? Comment est-ce qu'on peut faciliter, donner des contrats, pas des contrats, mais des permis? Puis je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Entre autres, on est le premier arrondissement. Et ça envoie un message fort à l'ensemble et de l'industrie de la construction, de l'immobilier, mais aussi aux gens ici qui adorent leur quartier puis qui aimeraient ça y rester. Bien, on facilite la vie pour faire de la construction. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Puis voilà, je vous souhaite une bonne rentrée. Et si on est prêt, bon, on va rentrer dans l'ordre du jour. Alors, je vous passe la parole à Madame Lemieux. Bonsoir, Madame la mairesse. Alors, point 10.03, les demandes d'autorisation d'exercer un usage conditionnel, c'est la période d'intervention du public. Les avis ont été publiés dans l'édition du 23 août 2025 du quotidien Le Devoir. Le premier dossier, c'est le 340 rue de la Gauchetière-Ouest. Un usage d'implantation d'usages commerciaux spécifiques dans un bâtiment existant situé dans le centre des affaires à un niveau où seuls des usages commerciaux additionnels sont autorisés, soit les usages spécifiques restaurants et débit de boissons alcooliques, dans une portion du deuxième étage. Ça correspond au point 40.08 de l'ordre du jour. Le point 16, le 16-16, boulevard René-Lévesque-Ouest, un usage laboratoire dont la quantité utilisée des matières dangereuses ne dépasse pas les seuils prescrits par le règlement sur la prévention des incendies de Montréal 12005. Ça correspond au point 40.09 de l'ordre du jour. Le dernier dossier, c'est le 1-5, place Ville-Marie, un usage implantation d'un usage commercial spécifique dans un bâtiment existant situé dans le centre des affaires à un niveau où seuls des usages commerciaux additionnels sont autorisés, relativement à l'occupation par les usages débit de boissons alcooliques, salle de réunion et salle de réception du local 2890 au niveau mezzanine 2. C'est le point 40.10 de l'ordre du jour. En fait, il n'y a personne qui se sont inscrits pour intervenir particulièrement sur ces dossiers. Alors, il ne reste qu'à demander si des personnes présentes dans la salle qui ne seraient pas inscrits pour ces questions souhaiteraient intervenir à l'égard de un de ces trois dossiers. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Nous passons à l'adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil, Madame la mairesse. Le point 10.03, l'adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement. Est-ce que ça va si... Alors, M. Baudry... Monsieur Baudry propose et Mme Mauserol va appuyer pour l'ensemble des points. Très bien, merci. Ça nous amène au 10.04, qui est la période de questions du public. Pour ceux qui sont familiers, vous le savez, mais ceux qui ne le sont pas, vous avez la minuterie juste devant vous, 1 minute 30 pour poser votre question. On va vous répondre et bien sûr, vous avez une autre minute 30 pour poser une sous-question ou une nouvelle. Là, il n'y a pas de problème. Puis voilà, on a ce système-là pour faciliter les échanges, puis surtout s'assurer que tout le monde a le droit de parole. Alors, j'ai une liste. Et je vais tout d'abord passer la parole à Mme Fadoua Amimi. On va vous amener un micro, Madame. Merci. Bonjour, merci de nous avoir accueillis. En fait, on est très contents et très reconnaissants d'être écoutés par vous. On est très contents d'être ici. Je me présente, je suis Fadoua Amimi, membre du comité administratif de la coopérative Sourire à la vie. On est là pour vraiment parler concernant la construction de notre projet Sourire à la vie qui a passé malheureusement au feu en mai 2023. On a engagé des ingénieurs, on a engagé des architectes. On a même déposé la demande de permis de construction il n'y a pas longtemps. On a payé 200 000 $ pour le permis. On paye des frais à gauche, à droite pour qu'on puisse vraiment gagner notre cause en fait, et réussir à construire la coopérative. On est dans la même vision qu'en vous, Madame Laplante, pour vraiment densifier la ville, pour construire les 20 000 logements. On est là pour ça. Notre question, c'est vraiment par rapport à la construction. On collabore avec le ministère de la Culture, on a des fonds, on avance par rapport aux demandes de financement. On est très bien avancé, on est très content pour ça. Mais on a un seul problème, c'est vraiment par rapport au blocage de la ville. On ne comprend pas pourquoi. Oui, en fait, on a un certain blocage au niveau de la ville. On ne sait pas pourquoi. On aimerait vraiment clarifier le point et savoir la raison. C'est pourquoi on est ici. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup pour votre question. Bien, ça pourrait être intéressant là, que vous nous exposiez les différents enjeux parce que nous, le projet chemine. Il a été présenté au comité consultatif d'urbanisme en août dernier, justement. Donc, on s'est prononcé aujourd'hui. On va donner un avis favorable au projet pour qu'il chemine. Donc, s'il n'y a pas de blocage à cet égard-là, vraiment, comme tout projet, là, on essaie de les accélérer, mais c'est des projets qui incluent du patrimoine, donc on veut vraiment s'assurer que ça se fait vraiment de façon intégrée, mais ça a été favorable auprès du CCU et aujourd'hui, on va aller de l'avant avec l'avis favorable. Donc, il n'y a pas de blocage à cet égard-là. Je sais qu'il y a des enjeux là, par rapport aux coopératives là, sur le lien avec la SHDM. Il y a du travail qui est fait actuellement à l'habitation. J'ai contacté mon collègue Benoît Doré. Ça chemine aussi à cet égard-là. Il va y avoir des autorisations qui seront demandées, par contre, de la part du MCC, des autorisations de travaux. Ça, c'est pas encore... Le ministère de la Culture. Merci, Madame la mairesse. Il ne faut pas parler en acronyme avec le ministère de la Culture. Donc, ça, il va falloir que ça soit fait. Mais nous, de notre côté, là, ce soir, c'est une étape très importante là, qui avance pour justement la reconstruction du site. On est très content d'entendre ça. On est vraiment comme optimiste. On va sortir avec la promesse que la ville est de notre côté et on va travailler main dans les mains ensemble et qu'on serait ensemble pour vraiment aller dans l'avant dans la vision de la mairesse. On est très content pour ça. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Puis écoutez, je pense qu'on devrait se garder au courant parce que on y croit beaucoup à ce projet-là. On était dévastés. Évidemment, ça n'a rien à voir avec vous qui avez perdu tout, votre maison. Donc, mais on est très attachés à la chapelle, au projet de coopérative. Donc, on pourrait peut-être échanger au moins les coordonnées. Comme ça, on pourra rester en contact parce que s'il y a des choses qui sont au niveau de Québec, bien, je pense que vous avez probablement déjà une porte d'entrée, mais on peut aider. Puis s'il y a des enjeux ici, bien, on pourra trouver une façon comme ça, ça va être plus simple. On est content de vous voir, là, mais si on peut le régler autrement, bien, tant mieux aussi. On est partant pour ça. On est vraiment content. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Monsieur Robert Boisvert. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, ma question est reliée plus au feu qu'il y a eu le 29 juillet à 2 heures du matin sur la rue Sainte-Catherine, qui a nécessité quand même 150 pompiers, 10 camions avec toutes les échelles au-dessus. Ils ont fait un excellent travail. Ils ont pu sauver nos maisons qui sont sur Saint-Marc, parce que c'est entre Saint-Marc et Tower. Et je vous ai mis quelques documents parce que je voulais juste vous montrer, en fait, ce qui est intéressant, c'est la partie jaune qui était les photos qui ont été prises au-dessus du feu par les drones des pompiers. Et on peut voir que la partie en rouge, c'est les 5 édifices qui ont été détruits par le feu. Et bon, moi, j'habite où il y a le cercle jaune. Et puis, on voit qu'il y a un espace vert qui appartient à la ville, que nous, les résidents, qu'on entretient. On s'assure qu'il n'y a pas de déchets, tout ça. Et puis, nous, ma question est plus reliée au fait que comment la ville va pouvoir s'assurer que le propriétaire, quand il va nettoyer tout ça, que les containers, l'équipement soit mis, comme par exemple sur la rue Tower. On sait qu'il y a un espace devant ces restaurants-là, c'est espace de livraison, mais c'est plus utilisé. Ils ont tout passé au feu, malheureusement. Et puis, on voulait juste s'assurer qu'ils n'iront pas abîmer l'espace vert parce qu'on avait sous-entendu que peut-être que par la ruelle, ils pourraient passer, mais il y a 8 arbres qui sont là et il n'y a pas beaucoup d'espace. Et vous allez pouvoir le voir sur les différentes photos où on voit que où il y a eu principalement le feu, ils ont juste un petit espace qui donne sur le parc parce que c'est un L et puis eux avaient juste un petit espace. Puis c'est sûr qu'ils vont tout nettoyer en même temps, mais si c'est mis sur Tower, bien, c'est s'assurer que la ville va s'assurer que ça va être bien fait sans briser l'espace vert et respecter la ruelle pour garder quand même notre ensemble. Merci, M. Merci. Boisvert. On va vous répondre une première, puis on pourra prendre une sous-question. Oui, bien, merci beaucoup, en fait, d'être venu nous voir pour nous sensibiliser là, quant à la question de l'espace vert. Je tiens à vous rassurer, par exemple, suite à l'incendie, évidemment, les équipes de l'arrondissement ont pris contact là, avec le propriétaire. Il va y avoir des démarches là, qui vont être faites. Je ne sais pas si, Stéphanie, là, vous avez un petit peu plus d'informations, mais on va s'assurer, là, dans tous les cas, que lorsqu'il y aura des constructions, le cas échéant, et reconstructions, là, qu'on puisse essayer de préserver au mieux cet espace vert là, que vous avez visiblement
que vous utilisez et dans lequel vous avez mis beaucoup d'amour. Là. Bien, merci. Mais c'est comme je vous disais, c'est principalement qu'il y a de l'espace sur la rue Tower, vu que ce n'est pas une rue très passante. Puis même Sainte-Catherine, elle devient moins passante à cause qu'elle est fermée à Saint-Mathieu pour justement la rénovation de... Je peux compléter les réponses à Mme Mauserol. Puis le fait que vous veniez ce soir va nous sensibiliser davantage parce qu'il y a du gros travail à faire, évidemment, avec le propriétaire. Là. Premièrement, la première étape était de sécuriser le site, évidemment. Puis, évidemment, on est en contact. La collaboration est toujours laborieuse, post-incendie, mais on a une certaine collaboration du propriétaire à la fois pour nettoyer le site, mais travailler sur un programme de réutilisation du sol, comment on va réhabiliter le site. Puis votre préoccupation, non seulement elle fait partie de toute façon de la réglementation d'urbanisme, mais le fait que vous l'ayez exprimé ce soir sensibilise les équipes, puis je vais m'assurer de faire cette communication-là. Merci. Monsieur Jean Duval. Bonsoir à tous. Madame la mairesse, je crois que c'est votre avant-dernière, si je me trompe, ici pour l'arrondissement Ville-Marie. Alors, je vous souhaite de vous reposer après, là, vous le méritez bien. Je vais en profiter du fait qu'il y a l'arrondissement Ville-Marie, c'est au centre-ville de Montréal, et Montréal, c'est la moitié de la population du Québec avec les couronnes. Je vais profiter du fait qu'il y a 3 commandants de postes de quartier ici présents ce soir. Qu'est-ce qui arrive, Madame Plante, avec les caméras corporelles pour les policiers que nous attendons depuis si longtemps? Qu'est-ce qui arrive? Ma réponse va être un petit peu plate, M. Duval. Ça va être la même que la dernière fois. En fait, on vous avait expliqué, on a fait un projet pilote à la Ville de Montréal parce qu'on trouvait ça quand même très intéressant. Est-ce que ça permettait, là, cette technologie-là, à la fois pour protéger le travail des policiers, mais aussi pour qu'on ait une meilleure visibilité sur les interventions. Tous les résultats de ce projet pilote-là ont été partagés à Québec qui, eux, veulent une réglementation à l'échelle du Québec. Donc, la Ville de Montréal ne peut pas aller de l'avant seule avec ce projet-là. Ça a été pris en charge par le gouvernement du Québec qui doivent, j'imagine, là, eux aussi faire différentes démarches, assurer que les données personnelles soient protégées, etc. Donc, ça incombe vraiment là, au gouvernement québécois de poursuivre là, avec ce projet-là. Ce projet pilote-là, j'y étais à la Commission de la sécurité publique, c'est en 2017. Ça fait un bail, là. Savez-vous que Québec veut prendre le contrôle de tout ça, hein? Ça, tout le monde le sait. Savez-vous qu'au Québec, il y a un corps policier qui est muni de caméras corporelles? Je vais vous le dire. Messieurs, dames de la police, c'est le Nunavik qui est muni de caméras corporelles depuis plusieurs années. Eux, ils n'ont pas les ressources de Montréal, là. Ils n'ont pas les moyens que Montréal dispose. Ils ont les caméras corporelles. Les caméras corporelles, le Nunavik est équipé de ça depuis 2021. Allez taper sur le net, là, police, Nunavik, caméra corporelle, vous allez avoir le dossier. Je pense qu'il y a vraiment eu la mauvaise foi de la part de l'administration municipale depuis tant d'années. Et je crois que ça fait l'affaire du corps policier, là. Je fais une rétro là, respective. Là. Je pense que qu'est-ce qu'il y avait eu du projet pilote, bien, ils ont passé un sondage auprès des policiers. Puis à l'époque, si on va aller voir les archives, là, 70% des policiers qui ont participé au pilotage des caméras ont dit qu'ils n'étaient pas à l'aise avec ça. On ne leur demande pas s'ils sont à l'aise. On veut avoir les caméras corporelles pour protéger la population. Et eux autres par la bande. La question?
Ah, Monsieur Duval, allez. Non, mais Non, vous prenez le cours, là, j'avais appris la balle au bon, là. Mais la question, c'est est-ce qu'il manque d'argent après avoir tout dépensé dans les pistes cyclables pour empêcher l'achat des caméras corporelles? Ou la réfection de l'hôtel de ville, 200 millions. 200 millions ici, 100 millions là. On n'a pas la protection. Comment ça se fait que vous n'avez pas mis ça de l'avant dans l'ordre des priorités pour protéger les citoyens? Merci beaucoup, M. Duval. Donc, le Nunavik, évidemment, c'est la sûreté la Sûreté du Québec, n'est-ce pas? Donc, c'est la police québécoise. Donc, c'est intéressant de voir. Je serais curieuse qu'on demande pourquoi le Nunavik, non? Ah, pour vrai? Ah, ben là, merci. Merci beaucoup de me le dire. Si c'est... en fait, je vais juste comme ramener le débat, là. Puis merci de m'éclairer, parce qu'honnêtement, ailleurs que dans certaines grandes villes du Québec, il n'y a pas de service de police municipale. Donc, je me suis basée, c'est mon erreur. Mais je vais quand même réitérer la même chose, là. C'est-à-dire que moi, si j'ai le gouvernement du Québec qui nous dit, après le projet pilote, on veut que ça soit à la grandeur du Québec parce qu'on veut pouvoir partager les données, que ça soit traitable en cours, je veux dire, moi, je suis somme toute, je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement du Québec prenne ce projet-là. Après ça, et contrairement, puis M. Duval, je suis désolée de vous dire ça, mais moi, quand je parle aux policiers, puis si vous leur posez la question, eux aussi, ils veulent les caméras portatives. Donc, il n'y a pas de contrôle du côté de la police, il n'y a pas de complot à ce niveau-là. Tout le monde les veut. Après ça, bien, écoutez, il va y avoir un nouveau ministre de la Sécurité, un ou une ministre de la Sécurité publique. Il va y avoir un nouveau maire ou une mairesse. Est-ce que la personne va décider d'aller à l'encontre de la volonté du gouvernement du Québec? Ça sera une question qui pourrait être posée. Mais moi, je suis de l'école que si on peut avoir un partage de données puis un partage des coûts à la grandeur du Québec, moi j'y adhère. Donc, j'espère qu'on va être capable de pousser peut-être là où ça pourrait être, à mon sens, plus pertinent. Puis ça, c'est au niveau du ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Monsieur Anthony Arnaud. Bonjour. Je pense qu'on se connaît à force, mais ça fait 8 ans que je suis dans le quartier. J'élève un enfant, un petit garçon qui va avoir 6 ans. J'aimerais le voir grandir encore dans le quartier avec tous les enjeux qu'on voit. Je suis intervenu il y a 2-3 ans maintenant ici pour ces enjeux au niveau de la sécurité, de l'itinérance. Puis je pense que l'article qui est paru hier avec la conférence de presse du directeur général de la SDC de Ville-Marie a bien résumé exactement. Il y a toujours eu de l'itinérance en centre-ville, mais c'est plus comme avant. C'est la toxicomanie qui pose problème avec les autres enjeux aussi de santé mentale. Moi, j'ai l'impression qu'on n'avance pas sur ce sujet-là. On parle de logement, là, on est d'accord, il faut du logement, etc. Mais ces gens qui sont dépendants, ça va être difficile pour eux d'être dans un logement. Et puis, j'ai l'impression qu'on n'a rien pour les aider. C'est répétitif. Je vais à des rencontres de parents pour l'école de mon fils et ça prend à un moment donné le débat alors que ça n'a pas lieu d'être. On est dans une école. Donc, je veux dire, tout le monde est conscient dans le quartier. Vous nous dites que c'est souvent au niveau de Québec. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer les choses? Parce qu'on est, encore une fois, c'est mon commentaire, mais dans la réaction et pas dans la proactivité sur tout ce qu'on pourrait faire dans ces sujets-là. Et malheureusement, et c'est peut-être une histoire de moyens, mais les centres communautaires débordent aussi. Donc là, c'est à tous les niveaux là qu'on a un problème. Puis je pense que la ville de Montréal pourrait être plus vocale peut-être au niveau de Québec et du Canada. Et puis je rejoins les commentaires sur les caméras aussi. C'est pas parce que Québec a décidé qu'il allait avoir quelque chose comme ça. On l'a vu avec SACLIC, ça a des débordements de budget. Je pense que la ville de Montréal, si c'était capable d'avoir déjà un standard, peut-être que Québec pourrait s'en inspirer. Merci beaucoup pour votre question. En fait, je dois vous avouer là, qu'il y a des éléments là, qui me surprennent parce que sur la proactivité, je pense que cette administration-là a prouvé qu'elle mettait sur le dessus de la pile cet enjeu-là. On n'en a jamais autant parlé. J'ai vécu 2 mandats. La mairesse en a passé 3, dont un, elle était conseillère de Sainte-Marie.
Et je pense que depuis qu'elle est en poste, c'est un enjeu qui a été mis à l'avant-scène, justement, cette volonté-là de vouloir sortir de la boîte pour trouver des solutions aux plus vulnérables. Puis avec les moyens qu'on a, on a mis des choses en œuvre, puis des choses qui fonctionnent. D'un point de vue sécurité, on a travaillé avec nos services de police de façon très, très innovante. Puis vous l'avez vu, on s'en est parlé d'ailleurs il y a une semaine, une présence plus accrue des policiers dans l'espace public pour le volet criminalité. Pour le volet itinérance, vous l'avez dit, le logement Ville-Marie, 2e arrondissement, qui a créé le plus de logements sociaux à Montréal depuis l'arrivée en poste de notre administration. C'est pas peu dire. On a racheté des maisons de chambre, on les a transformées, on les a socialisées, on les a passées à des organismes communautaires. On a soutenu les organismes communautaires comme jamais. L'arrondissement Ville-Marie, là, c'est plus d'1 million de dollars à elle seule. Et ça, c'est au niveau de l'arrondissement qu'elle met dans les différents groupes communautaires, dans des initiatives en cohabitation sociale ou autres, sans compter toutes les sommes en animation des espaces, parce que ça aussi, ça joue sur le sentiment de sécurité. Puis on le voit, quand on anime les espaces, quand il y a des gens qui fréquentent, quand on les rend plus intéressantes ou plus sécuritaires, quand on les éclaire, quand on les aménage, ça fait une différence. Après, sur le volet de la toxicomanie, on est absolument d'accord avec vous et on est horrifié pour 2 choses. D'une part, bien évidemment, le matériel qui traîne dans la rue, c'est inacceptable. Une seringue dans la rue, c'est une seringue de trop. On l'a toujours dit. C'est pour ça qu'on travaille avec des groupes communautaires pour faire le ramassage. On n'a pas peur d'aller installer des bacs s'il le faut, mais on veut que le réseau de la santé prenne aussi ses responsabilités. Et ça, on le demande et que ça ne soit pas juste dans notre quartier, que ça ne soit pas juste ici, dans le centre-ville de Montréal, mais que partout sur le territoire. Et on l'a ouvert, ce débat-là. On n'a pas eu peur d'aller dans le trafic comme administration, faire face à certaines réactions, des fois, hein, où on aurait pu se dire, bon, ben, on baisse le pavillon, puis on y va pas, puis on ne développe pas dans des quartiers qui ne sont pas habitués. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'administrations avant nous qui ont décidé de mettre un projet pour personnes qui sont en réinsertion sociale, qui vivent l'itinérance dans Outremont. Nous autres, on l'a fait. On l'a fait pour Côte-des-Neiges NDG, on le fait dans l'antique quartier-ville. Donc, les réponses au centre-ville ne viendront pas juste du centre-ville. La mairesse a démontré un leadership, elle a fait des demandes à Québec, on a mis en place des comités efficaces sur le terrain avec différentes parties prenantes. On va continuer à le faire comme administration parce qu'on y croit. Je viens du milieu communautaire, j'ai travaillé en toxicomanie. Actuellement, là, c'est une crise qui est comparable à celle du VIH-Sida dans ces pics qu'on a dans nos rues à cause des overdoses. Le gouvernement du Québec doit adapter le réseau de la santé pour avoir un cheminement pour les toxicomanes. Ça n'existe pas actuellement. C'est inacceptable. Ils ont fait un beau travail pour le volet de la santé mentale. Maintenant, c'est le temps de faire la même chose pour la toxicomanie. Nous, on est au rendez-vous, puis on s'attend à ce que nos partenaires soient au rendez-vous, puis on les amène à l'entour de la table. Merci. J'ai plusieurs points à tout ça, et je suis d'accord que vous n'êtes pas inactif, là. Pour réagir à... J'ai 2 sujets là, mais pour réagir à ce point-là, je ne peux pas emmener mon fils avec moi dans un restaurant où il y a une section bar, par exemple. Par contre, j'ai le droit d'être avec lui dans la rue et de croiser un toxicomane qui s'injecte ou qui fume une pipe à crack. Puis, on a une certaine tolérance. Je veux dire, ils n'ont pas d'autre endroit, on est d'accord. Mais il y a un laisser-aller, ou pas un laisser-aller, mais une tolérance où on les laisse consommer sur la voie publique à la vue de tout le monde et de nos enfants. Et ça me dérange. Je vais finir sur une note positive, parce que voilà, il en faut quand même. J'ai passé un très bel été et j'ai pas eu d'ennui dans la ruelle majeure. Et je ne sais pas si c'est avec les discussions qu'on a eues, je sais qu'au mois de mai, il y a eu différentes patrouilles qui sont passées, ou si c'est avec des systèmes de caméras, de notifications, de reconnaissance d'objets et de personnes avec des alertes automatiques, mais on a une ruelle maintenant plus tranquille. Donc je veux dire, c'est que si tout le monde s'y met, on est capable de faire avancer le sujet. Et à nous aussi d'aller dire à Québec de se sortir les doigts du... et puis d'avancer là. Non mais vraiment, on va en rire là, mais à un moment donné, on veut que ça avance et puis le quartier, on veut le voir évoluer. On s'entend que la pandémie a fait mal et j'aimerais qu'on puisse un peu voir la lumière au bout du tunnel. Et là, pour l'instant, on l'aperçoit, mais ça stagne des fois à se refaire là. Monsieur Arnoux, merci. Puis, je veux dire, vous venez nous voir, puis c'est important parce que vous en parlez, vous êtes un père de famille, vous habitez ici, puis on veut... La force de Montréal, c'est d'avoir des familles qui habitent dans le centre-ville. Dans certains centres-villes de grandes villes à travers, en Amérique du Nord, ça n'a jamais été possible. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comme prendre soin. Puis,
Merci de dire par rapport à la ruelle, puis j'ai envie de vous dire, même dans le secteur, nous, on l'a entendu que cet été, ça s'était mieux passé. C'est loin d'être parfait, là. C'est pas ça, puis on dit, OK, c'est fini. Non, au contraire. Mais on a travaillé fort avec le SPVM pour que les équipes soient déployées différemment, de sortir, enfin, je ne rentrerai pas dans les détails, mais au niveau des postes de quartier, puis ça a porté fruit. Puis on a vu également que, puis Robert le disait, mais tu sais, puis je me rappelle, Serge et moi là-dessus, on s'est un petit peu pognés, mais je pense qu'au final, on était tous les deux d'accord qu'on ne peut pas... la mixité sociale de toutes sortes, elle est bonne pour le centre-ville, mais elle est bonne pour toute la ville aussi. Et moi, je dis souvent que l'équité territoriale, ça va pour avoir des piscines partout, avoir des parcs partout, mais aussi, il faut qu'il y ait une certaine, je ne vais pas dire distribution, mais je veux dire, il faut qu'on soit tous solidaires, puis de mettre des gens avec des enjeux, tous... Peu importe l'enjeu, ensemble, à un moment donné, c'est trop. Donc, on va continuer à travailler, oui, avec le SPVM. Il y a un aspect, par rapport à la drogue, il y a un aspect, le SPVM travaille extrêmement fort pour s'attaquer au réseau de petite criminalité, parce que quand il y a des personnes vulnérables, ce qui vient gangréner, c'est souvent les vendeurs de drogue. Ça bouge, fait qu'ils sont toujours un peu au chat et la souris, mais ils lâchent pas. C'est un message qu'on envoie. Puis je suis d'accord avec vous, on va continuer à porter ce message-là auprès de Québec. Je pense que vous m'avez entendu demander un ministre responsable de l'itinérance, mais pour moi, responsable de l'itinérance, ça implique les enjeux qui viennent soit amplifiés ou qui amènent à l'itinérance, puis c'est la santé mentale, puis c'est la toxicomanie, entre autres choses. Je ne sais pas. Peut-être que demain, mon vœu sera exaucé. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on faut que ce travail d'équipe se continue parce que vous avez raison. Quand on joint nos forces, en général, on a de meilleurs résultats pour y arriver. Donc, merci de ne pas lâcher, d'être une famille qui continue d'habiter à Montréal, puis on va continuer de notre côté. Merci. Monsieur Bouchard. Oui, on va vous amener le micro, monsieur. Attendez. En fait, ça recoupe le sujet que M. Boisvert a parlé de l'espace vert. Ça fait 40 ans que j'habite au 1412 de la rue Saint-Marc. Le parc a été fondé en l'espace vert, en 1997. On s'est battu pour l'avoir. Je l'ai nettoyé, ce parc-là, au moins 1000 fois. Mon voisin également. On essaie de le conserver tout le temps. Les automobilistes, il y a des arbustes, ils rentrent dedans, on les remonte. On passe notre temps à faire ça. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai parlé avec les ingénieurs de la compagnie d'assurance dont les bâtiments ont passé au feu. Et il m'a dit, ça se peut très bien, monsieur, qu'on utilise votre espace vert pour mettre les débris après, les briques, le bois et tout. Et ça me fait peur parce que je le connais, le propriétaire qui est là, puisque ça fait 40 ans que j'habite là. Et on s'est battu tout le temps contre cette personne-là parce qu'il ne respecte rien. Alors moi, je me dis, j'ai peur que du jour au lendemain, ils décident de faire les travaux et qu'on se retrouve mal pris. Qu'est-ce qu'on fait en amont si du jour au lendemain, on voit arriver des camions et ils décident de mettre tout ça dans notre espace vert? Et ça m'inquiète. Et là, on est infesté de rats parce que la bouffe est restée dans ces restaurants. Il y a 8 restaurants qui ont passé au feu. Il y a des rats. C'est un festival du rat. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que la ville peut faire. On est sur nos terrasses. Les rats nous passent en dessous des tables. Ils montent les escaliers. On les voit monter les escaliers. On est pris avec ce problème actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vous remercie. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Là. Premièrement, juste pour la question des rats, en fait, là, Mme Turcotte en parlait tout à l'heure, là, on a fait des démarches auprès du propriétaire. C'est un petit peu difficile. On a toutes sortes d'outils là, pour le forcer à avancer puis à poursuivre. Bonne chance. Donc, on peut donner des amendes et tout ça, mais on va le suivre de près, sachant qu'il y a déjà des défis puis tout ça. Les amendes, il y en a eu puis ils ne les respectent pas. Mais on va faire le cheminement, on va s'assurer de le suivre de près, de faire les amendes. Pour la question du terrain, je pense que ça pourrait être intéressant. Là. Moi, j'aimerais peut-être qu'on se parle à l'extérieur ou quelqu'un de notre équipe. Ça vaudrait la peine d'aller voir, parce que ça fait plusieurs années, vous dites, ça fait 40 ans là, que vous l'entretenez, ce terrain-là. Vous mentionniez que c'était un terrain de la ville. Fait que, je pense que ça serait vraiment intéressant qu'on aille voir ce qu'il y en est. Je tiens à vous rassurer, quand il y a des travaux, il faut toujours faire des demandes de permis d'occupation du domaine public. Ils sont analysés par les équipes, fait qu'on ne permet pas
là, aux gens de mettre leurs débris de construction n'importe où. C'est sûr qu'après ça, il y en a quelques-uns qu'il faut qu'on surveille de près, mais sachant déjà que vous avez des préoccupations, on va s'assurer, comme je le mentionne, je pense que ça fait 6 fois que je le dis, mais on va le suivre de près. Puis ce que je pense qu'il serait intéressant de faire, c'est qu'on garde le contact là, à la fois avec notre équipe politique, mais peut-être qu'on trouve quelqu'un au niveau de l'urbanisme là, qui pourrait être votre point de chute pour ce dossier-là, puis que vous puissiez là, suivre le dossier, puis avoir des nouvelles, puis nous interpeller si jamais ça se passe pas bien. Parce que vous pouvez imaginer un instant, s'ils décident de mettre les débris là, la poussière, on ne pourra plus aller à l'extérieur. Très bien. Moi, j'ai une question. Il a même mentionné, ça se peut qu'on installe une grue pour enlever les débris. Alors, s'il installe une grue, moi, je lui dis, mais la grue, installée-la sur la rue Tower, parce que il dit, oui, mais il va y avoir des dommages collatéraux. Des dommages collatéraux, j'en vis depuis 40 ans. Du nettoyage en lieu et place d'un propriétaire par rapport à la vermine, parce que ça me préoccupe énormément. Bien, pour la vermine, oui, on a des inspecteurs, puis on a des contrats d'extermination. On va aller voir sur les lieux, puis on va s'en occuper. Et ils bouffent beaucoup parce qu'ils sont très gros. Et pour ce qui est de l'espace, bien, écoutez, on pourra aller jaser à l'extérieur, parce que moi, je serais curieuse de voir si ça appartient à la ville. Bien, en fait, c'est quoi les protections qu'il a et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à les obligations qu'on peut tout de suite, légales qu'on doit tout de suite mettre de l'avant. Mais sachez que pour mettre une grue là, il ne pourrait pas. Là. Il faudrait qu'il demande un permis, mais... Que... Oui, mais ce monsieur, les permis... mais je suis d'accord avec vous. On sait de qui vous parlez. Oui. On en connaît plusieurs propriétaires qui... s'installent légalement. Voilà. Oui. Fait que... On sait, oui. On va s'en reparler. C'est pas pire, ça? Oui, tout à fait. Je n'oserais pas dire le contraire, mais effectivement, on a affaire à... Donc, je le dis souvent, là, dans le cas des événements post-incendie à votre voisin. Donc, puis évidemment, pour le nettoyage, ben on le suit, puis c'est interdit de s'installer sur une autre propriété que la sienne pour faire le nettoyage. Puis s'il décide d'occuper le domaine public pour installer la grue, ben il y a des frais qui y sont associés. Puis ça demande un autre permis, là. Donc, il y a une vigie qui est faite tout autour de ça. Moi, je veux qu'on échange le numéro de téléphone parce que c'est une chose qu'on sait, c'est que des fois, il y a un propriétaire qui arrive, puis là, il fait ses affaires, puis le temps... Fait, mais là, vous avez l'air bien réactif. Fait que je pense que si on s'échange nos numéros de téléphone, ça va bien aller. En fait, quand ils ont fait l'espace vert en 97, la Ville a dépensé 50 000. On est devenu responsable du parc parce qu'au début, la Ville ne savait pas que c'était leur propriété. Alors, on tondait le gazon, on s'occupait de tout, on faisait le ménage, puis on s'est battu avec tous les propriétaires aux alentours qui n'en voulaient pas, ils voulaient un stationnement. Bien, écoutez, M. Bouchard, ça vous va, on va, vous deux, en tout cas, votre gang, là, vous trouverez un nom, là, les protecteurs du parc, et puis on va veiller au grain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Gino Camorani. Alors, bonsoir. En fait, je suis le dernier protecteur du parc. Alors, tout simplement pour vous dire, ben, je pense que vous avez été sensibilisés à notre préoccupation. Et puis, ma question, c'était justement de savoir si vous pouviez mettre à notre disposition une personne de liaison. Je pense que le message est passé. Ça se passe, là. Alors, c'est tout. Merci. Parfait. Merci beaucoup de vous être mobilisés pour nous sensibiliser. Merci. Madame la mairesse. Oui. Nous allons prolonger, j'imagine. Oui. Oui, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Jean-Pierre Desrosiers. Bonsoir. Bonsoir. J'habite sur la rue de la Commune, donc dans le Vieux-Montréal, et j'ai pris connaissance du projet de construction au 810 Saint-Antoine-Est entre Saint-Hubert et Saint-Christophe, dans le Vieux-Montréal. Bon, outre le fait que ce projet-là vient concrétiser un petit peu la griffinisation du Vieux-Montréal, parce qu'il y a des tours qui sont construites là dans les dernières années. Ce qui est proposé, selon moi, d'un goût douteux et ça ne s'intègre pas bien du tout dans le secteur. Ce projet viendrait affecter grandement la qualité de vie par son architecture imposante. C'est vraiment un gros bloc. Et puis, de plus, concernant la mise en valeur et la protection du patrimoine,
Ce projet est à moins de 100 mètres de l'édifice de la gare Vigée. Déjà mise à mal par le projet du groupe Gesta qui a été mis en place il y a 4 ans, à peu près 5 ans. Le projet de la gare Vigée construit par le groupe Gesta n'aurait probablement pas pu l'être si les règlements de concordance présentés ce soir avaient été en vigueur. De plus, le groupe Gesta promettait de faire des commerces de proximité du stationnement intérieur, promesses qui n'ont jamais été tenues. Donc, ma question est, quelle est l'urgence de ce projet alors que le règlement de concordance du PRUM entrera en vigueur sous peu et ce projet ne semble pas être en conformité avec ceux-ci? Merci beaucoup pour votre question. En fait, ce n'est pas une urgence de la part de l'arrondissement. Quand il y a un projet qui nous est déposé ou une demande, par exemple, de projet particulier, on est dans l'obligation de l'analyser pour tout projet. Là. Donc, c'est le cas ici. Un projet c'est un projet particulier avec dérogation mineure. Évidemment, c'est passé au comité consultatif de l'urbanisme avec, comme vous le dites, un avis favorable, mais beaucoup de conditions. Puis il y a des conditions aussi en termes d'intégration architecturale parce que vous avez raison, là, quand vous avez parlé de griffintonisation là, avec les espèces d'effets de murs, ça avait soulevé des questions au CCU. Donc, il y avait des commentaires qui ont été faits à cet égard-là, des conditions aussi. Donc, c'est un projet. Stéphanie, est-ce qu'il va nous revenir, ce projet-là, en révision de projet? Est-ce qu'il doit avoir être validé par le ministère aussi, puisqu'il est dans le secteur du Vieux-Montréal? Non, il n'est pas il fait effectivement partie dans la logique historique du Vieux-Montréal, mais il ne fait pas partie de l'arrondissement historique du Vieux-Montréal et il n'y a pas d'aire de protection qui fait en sorte que le ministère devrait se prononcer. Là, on est en projet particulier, ce qui fait qu'une consultation publique de prévu où les commentaires des résidents ou des personnes intéressées peuvent être faits. Il y aura une deuxième lecture, ce qui implique déjà là, de simple point de vue réglementaire, certaines modifications possibles suite aux commentaires des citoyens. À l'émission du permis, en fait, à la demande de permis, les conditions que M. Baudry évoquait doivent être intégrées dans la proposition pour permis. Donc, il y a plusieurs étapes encore à venir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire avait déjà une demande de permis de 431 logements d'autoriser sur le site. Le projet particulier de ce soir vise à permettre à ce propriétaire-là, considérant les modifications du plan d'urbanisme, à bonifier son offre en logement, puis à offrir des dégagements au sol, là, je dois le dire. Là, je ne veux pas faire la consultation publique maintenant, mais donc c'est l'objet du projet particulier d'offrir plus de logements et d'espaces aménagés au sol. Donc, je pense que c'est un projet qui se construit avec les commentaires qui sont formulés, puis qui va devoir passer encore à travers plusieurs étapes jusqu'à l'émission du permis. Ça m'amène à la deuxième question. En fait, justement, est-ce que vous pouvez vous assurer que dans les consultations sur ce projet et sur le PUM, qu'on puisse y accéder par le web pour permettre à plus de citoyens de s'exprimer? Oui, pour la concordance. Ah oui, la concordance, en fait, c'est une demande qu'on a faite, là, puis je pense que Mme Caron vient tout de suite après pour nous poser des questions à cet égard-là. Il y a un courriel qui est en préparation pour la plupart des groupes. Justement, on veut donner de l'information le plus en amont possible. Pour ce qui est dans le cadre d'un projet particulier, est-ce que, Stéphanie, il y a des mesures qui pourraient être prises pour transmettre l'information? Absolument. Même avec votre permission, je vais transmettre à l'équipe vos coordonnées, puis vous aurez droit en premier chef aux informations privilégiées, mais qui vont effectivement être diffusées sur le web, sur les plateformes plus tard. Mais donc, j'ai votre permission de transmettre vos coordonnées, d'accord. Et est-ce qu'on a une date pour la séance de consultation? Excusez-moi, madame. Est-ce qu'on a une date pour la séance de consultation? Oui, bien, c'est le 24. Je vais vérifier parce que je ne l'ai pas en tête. Okay, je crois que c'est le 24 septembre. Ça. Et puis, je suis en Europe à ce moment-là. C'est pour ça que je voudrais y avoir accès par le web. Okay. Voilà. On va vous transmettre toutes les informations en vous contactant. Okay. Merci. Merci beaucoup, M. Desrosiers. Madame Christine Caron. Je l'ai réchauffé pour toi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir mis la table, Madame la mairesse, sur le projet du PUM et de la réglementation de concordance. Sur le PUM, depuis 2022, il y a eu beaucoup d'énergie qui a été consacrée à échanger, informer et consulter les citoyens.
On arrive maintenant au règlement de concordance et malheureusement, ça doit être fait à l'intérieur de 6 mois et c'est immuable. S'il y avait beaucoup de matière dans le PUM, les règlements de concordance posent un défi additionnel. C'est particulièrement technique, ça peut être aride, mais pourtant, c'est ce qui a un impact direct sur le terrain. Ça vient concrétiser une grande partie des propositions, des hypothèses, des objectifs du PUM. Et c'est les citoyens, en fait, ça va avoir un impact direct sur les citoyens. Là, il y a une séance de consultation qui est prévue le 24. Ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que ce serait possible de faire, comme ça a été le cas pour le règlement sur le bruit, une séance d'information publique sur les règlements de concordance, de façon à ce que ce soit plus facilement abordable par les résidents, parce que le 24, il y a une matière assez importante. Le 24, ça va être l'horreur. Ça ne sera pas une séance de consultation, ça va être une séance d'information. Alors, je pense que... Oups, mon temps est terminé. Merci, Mme Caron. En fait, ça va être une séance d'information parce qu'on va prendre les commentaires. Là. C'est normé de la façon dont c'est fait, là, avec une lecture, une séance de consultation, puis par la suite, là, une adoption. Néanmoins, comme je disais tout à l'heure à M. Desrosiers, notre objectif, là, c'est de rapidement, à partir du moment de la première lecture, vous envoyer le plus de matière possible. On a un défi, effectivement, de vulgarisation à bien des égards. Ce n'est pas non plus une fin en soi, parce que comme quand on s'était rencontré avec l'Association des résidents du Vieux-Montréal, ce que je vous avais dit, c'est qu'il y a d'autres étapes importantes qui viendront dans le prochain mandat avec le plan local d'urbanisme et de mobilité. Il y a déjà beaucoup de modifications réglementaires qui avaient été faites à l'arrondissement de Ville-Marie. Je pense, par exemple, à toute l'innovation qu'on a faite en termes là, de lutte aux aléas climatiques là, pour perméabiliser le territoire ou faire en sorte de permettre là, de transférer de la densité des appartements là, qui ne voudraient pas avoir des appartements en demi-sous-sol. Donc, on avait vraiment pris de l'avance. Il reste encore des choses à faire. Oui, c'est dense, mais il y a quand même une façon de bien communiquer l'information. On ne pourrait pas faire, à proprement parler, là, une grande séance d'information. Néanmoins, on va s'assurer de vous envoyer l'information en amont, pas comme on fait d'habitude là, dans les séances de consultation là, publiques, où on a eu le commentaire bien souvent, où l'information est envoyée à la dernière minute. Bien, c'est ça. C'est parce que les citoyens sont pris avec l'information qui est dense. Exact. Et la nécessité de réagir à cette information-là immédiatement. Ça ne fait pas une consultation très solide, très efficace. Bien, comme je vous dis, là, l'objectif pour nous, c'est de vous envoyer là, d'ici la fin de la semaine. Là, on a ciblé là, plusieurs groupes de citoyens, de résidents, l'information le plus rapidement possible pour que vous soyez prêtes. On pourra avoir des échanges aussi s'il y a des demandes de précision supplémentaires en vue de cette séance. Merci. Merci. Monsieur Maxime Thérien. Bonjour. Bonsoir. J'ai juste une petite parenthèse par rapport au monsieur des bodycams tantôt. Là. Je parlais de leadership. Est-ce que Montréal pourrait être un leadership où il faut respecter certaines lois, que c'est le provincial qu'il faut qu'il adopte? Il y a comme une petite part qui pourrait nous appartenir. C'est tout ça votre question? Non, mais ça, c'est juste pour... Bien, vous avez 1 minute 12. Oui, mais je vous invite à continuer parce que... Mais allez-y, parce que je vais vous répondre après. Okay. Ma question, dans le fond principal que j'ai, moi, je demeure au Tour Frontenac depuis 2016. Puis, en août 2024, j'ai passé par le service 311 pour demander à parler à Mme Sophie Lalonde, qui est responsable des immeubles à la Ville de Montréal. Si je ne me trompe pas, c'est une directrice. On est en 25. J'ai toujours pas de réponse de cette dame-là. Elle a mon courriel, elle a mon numéro de téléphone. Il y a des suivis. Je suis rendu à 6 suivis, plus une plainte, puis il n'y a rien qui se passe. Puis moi, j'aimerais déposer un moratoire. J'aimerais savoir comment déposer un moratoire afin de déposer un moratoire pour une vente future ou savoir s'il y a quelque chose qui a été fait pour cet immeuble-là au niveau des Tours Frontenac.
Bien, là, c'est sûr, par rapport à cette dame-là, là, écoutez, à la Ville de Montréal, il y a beaucoup d'employés, là, fait que je ne peux pas répondre pour elle. Là. Ça m'embête un peu. Mais là, on pourrait... Monsieur Labelle? J'ai remis les documents à Mme Lemieux tantôt de mon cheminement. Monsieur Labelle, le directeur de l'arrondissement, va vous donner un complément. Okay. Peut-être juste me réacheminer votre courriel, puis je vais le faire parvenir à Mme Lalonde. OK. Je vais m'engager avec... Oui, et puis concernant les caméras portatives, donc le projet pilote qui avait été fait sous l'administration précédente, donc moi je suis arrivée en 2017, donc avant, ça avait coûté 17 millions au SPV, à la Ville de Montréal pour faire le projet pilote des caméras portatives. Et la plus grosse, je dirais... ce qui était, on a trouvé frustrant, c'est qu'une fois quand on filme des gens, que ce soit pour protéger le citoyen ou les policiers, c'est pour que ça serve en cours. Hein, parce qu'une fois que tu as ça, il faut que la bobine serve à quelque chose. Et la technologie qu'on avait à ce moment-là, qui, je vous le rappelle, a coûté 17 millions, là, bien, à ce moment-là, n'a pas été utilisable en cours. Alors, c'est à ce moment-là que nous, on s'est tourné vers le gouvernement du Québec et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait Montréal tout seul, mais en même temps, il faut que ça soit bon en cours, pas juste de la Cour de Montréal, mais la Cour du Québec. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement du Québec a dit, bien, il faudrait que ça soit un système qui marche pour tout le monde. Nous, on va s'en occuper. Alors, je veux juste que vous sachiez, il y avait eu un leadership qui avait été fait. Puis c'était pas moi, là, c'était M. Coder avant, là. Fait que, en tout cas, c'était lui qui était le maire, puis il avait travaillé avec la police à ce moment-là. C'est juste que ça n'avait pas donné de résultats. Puis à ce moment-là, tu dis, bien, 17 millions, bien, effectivement... on pense, en tout cas, je sais que l'évaluation, là, je regarde monsieur le commandant, je pense que c'est plus cher que ça, mais je pense surtout qu'on veut que ça soit une technologie qui marche. Mais écoutez, c'est une question qui pourrait être mise à l'ordre du jour. Écoutez, il y a une campagne électorale au municipal, il y a une campagne électorale au provincial qui s'en vient. Fait que, pour vrai, ce sont des questions qui demeurent très pertinentes. Votre question? Ma deuxième question que j'avais, c'est plus une suggestion. Moi, je viens de terminer un cours en sécurité en décembre dernier. J'ai vu que la Ville de Montréal, dans le Griffintown, ont ajouté des agents de sécurité, si je ne me trompe pas, là, pour l'itinérance dans ce coin-là. C'est ce que j'ai perçu sur les réseaux sociaux. Moi, je vois une certaine ouverture. Je vois beaucoup de policiers aux intersections à pitonner pour les lumières, la circulation. Je pense qu'il faudrait promouvoir plus les agents de sécurité à la Ville de Montréal afin d'aider le service de police à vraiment faire sa job de police. Je pense qu'un policier qui est à la circulation, ça peut faire sa job, mais dans cette job-là, il y a des policiers qui pourraient être tassés pour faire leur job de policier. Fait que c'est juste une suggestion de peut-être promouvoir plus les agents de sécurité à la Ville de Montréal. C'est tout. C'est bon, OK. Bien, écoutez, pour ce qui est des effectifs et l'utilisation des policiers et policières, évidemment, c'est le chef de police avec le SPVM qui, lui, a sa stratégie de déploiement en fonction du budget, en fonction des besoins. Donc, à ce moment-là, concernant là, les policiers qui sont à des intersections, là, je vais laisser le chef de police faire l'opération. Moi, je ne suis pas la directrice de la police, puis je ne vais pas m'en mêler. Mais ceci étant dit, je veux que vous sachiez que la question de la sécurité, c'est en fait une initiative, encore une fois, un pilote qui a été fait dans Ville-Marie l'année dernière et qui veillait en fait à aller dans certains, parce que les policiers sont sur les réseaux, démantèlement des réseaux de drogue, dans le grand centre-ville, donc Griffintown, il y en a beaucoup, donc ils étaient très occupés là-dessus. Et ce qu'on a fait avec les agents de sécurité, c'est pour venir nous aider dans certains, l'occupation dans les parcs, pour qu'il y ait de la circulation. Alors, c'est vraiment complémentaire, mais de loin, on s'entend, c'est petit, hein, la sécurité supplémentaire, ça n'a rien à voir avec la force de frappe du service de police de Montréal, mais on essaie vraiment de pallier. Puis, comme ça a été dit tantôt, souvent, par des citoyens, bien, ils ressentaient un sentiment d'insécurité et les agents de sécurité peuvent venir contribuer, bien qu'ils n'aient pas ni les pouvoirs, ni tout ce qui vient avec un policier formé, évidemment. Merci. Monsieur, en fait, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, donc vous m'excuserez. Labid, pardon, Adjoudi. Oh, je m'excuse, j'ai massacré votre nom. Moi, je me trompe aussi. Donc. OK. Alors, je vous écoute. Oui, le promoteur du projet Bourbon. Alors, la question que je pose, c'est concernant un autre blocage de la ville que j'ai eu. Alors,
le Bourbon a débuté tous les développements que vous venez d'en parler comme un projet dans l'Est de Montréal. Et d'ailleurs, on a mis aussi dans le parti commerce un spa urbain qui a pris aussi une animation importante, intéressante pour le quartier, pour amener une sécurité et intéressante au quartier. D'ailleurs, le Spa Sabia est une attraction sur la guide de Air Canada de la ville de Montréal. Donc déjà, c'est une attraction importante reconnue par Air Canada. Alors, le deuxième étage du Bourbon était à l'époque bloqué ou bien zoné communautaire socioculturel et pendant 4 ans au plus, on a fait beaucoup d'efforts pour le remplir avec des groupes communautaires. On a travaillé avec la ville, on a travaillé avec beaucoup des parties prenantes pour trouver des locataires particuliers pour ce projet-là, pour cet étage-là. Les laisser à l'abandon pendant tout ce temps-là. Le dossier était bien présenté au CCU et le CCU a donné un avis favorable pour le changement de zonage de cet étage-là. Alors, la question qu'on a reçue, comme une information que vous allez, dans cette session-là, voter au refus de changement de zonage. Et la question, pourquoi, malgré tout l'effort, malgré que le fait d'avoir une locataire pour cet étage-là en complet, ça va vraiment animer le quartier et amener plus de sens de sécurité pour les gens. Oui, en fait, c'est simple, là, et c'était pas un vote à l'unanime là, des membres du CCU. Il y avait une condition qui avait été faite à l'époque en échange de plus de hauteur au zonage, de louer les espaces aux milieux sociaux, culturels et communautaires. Donc, pour nous, c'était une condition et donc on maintient cette condition. Okay, donc, et le résultat et l'étude qu'on a fait qui a amené que ça ne fonctionnait pas, donc, et c'était laissé à l'abandon pendant 4 ou plus des ans, alors ça va être toujours le même et on va le laisser à l'abandon parce qu'on n'a pas réussi. D'ailleurs, on a fait même votre idée, M. Baudry, de l'avoir comme un CPE et on a fait une étude professionnelle et que ça a donné que ça ne fonctionne pas comme un CPE d'ailleurs. Alors, OK, mais ça veut dire que le blocage va continuer. Merci. Oui, alors, Monsieur Jean-Christophe Bagouet. Bonsoir. C'est pas la première fois que je viens, mais ma première question, en fait, elle porte sur le bilan des interventions policières et communautaires dans les parcs espaces publics et puis aussi particulièrement dans le parc Martineau. Comme Anthony Arnaud, je fais partie de l'association des résidents du village et j'ai constaté une très nette amélioration, comme quoi tout est possible quand on s'en donne les moyens et qu'on regarde la réalité en face. Mes remerciements particuliers pour les 2 commandants de police qu'on a rencontrés, qu'on va continuer de rencontrer et qui nous ont écoutés. Toutefois, on est en année électorale et si ces mesures ont été prises peut-être avec une visée politique, vous l'avez évoqué juste avant dans une remarque que vous avez faite à monsieur. J'aimerais savoir quelles sont les garanties qu'on va avoir des actions qui seront pérennes, durables, notamment qu'on continue d'agir comme on le fait, c'est-à-dire une tolérance zéro, parce qu'il était temps d'empêcher un certain nombre de méfaits sur la voie publique, mais aussi les orientations concrètes que l'administration actuelle ou à venir continuera de prendre, notamment en moyens humains. Les postes de police quand même fonctionnent avec des moyens pas mal constants depuis très longtemps, malgré une hausse de la population et une hausse des méfaits. Donc j'aimerais savoir aussi, et puis c'est pas anecdotique les caméras, mais les moyens matériels aussi qui vont être envisagés. Oui, merci beaucoup, M. Bagouet. Donc, pour votre information, l'année dernière, on a rajouté le projet pilote de la sécurité, c'était l'année dernière. Donc, ça n'a rien à voir avec votre prémisse comme quoi c'est politique. Je trouve ça un peu gratuit, mais bon. Alors, et pour le reste, les forces policières vont continuer à travailler d'arrache-pied, comme M. Daguerre le fait dans la dernière année, à déployer différemment les équipes sur le terrain, sur les 3 postes de quartier pour s'assurer qu'il y ait plus
de mouvance. Je ne suis pas dans les opérations, mais c'était une volonté qu'on a discutée ensemble et avec laquelle l'ensemble des policiers adhéraient pour être plus sur le terrain. Et puis, il y a aussi l'autre côté avec les agences de sécurité pour, encore une fois, dans certains cas, pouvoir faciliter la circulation. Merci. Ma deuxième question, en fait, nos parcs du village devraient être des lieux de détente et de fierté pour toutes les personnes, résidentes ou de passage. Pourtant, trop souvent encore, ils sont occupés, entre autres, par des personnes qui consomment ou qui font du trafic, entre autres, et cela mine notre sentiment de sécurité. C'est pour ça que l'affichage y est indispensable. Des panneaux clairs, visibles, rappellent que ces parcs appartiennent à la communauté et non aux trafiquants, mais ils rappellent aussi la loi. Selon le règlement des parcs sur la ville de Montréal, il est strictement interdit d'y consommer des stupéfiants, de s'y adonner à des activités de trafic ou encore de troubler la jouissance des lieux par un comportement inadéquat. Vous aviez dit au cours du conseil d'arrondissement au printemps, je n'ai plus la date, ne pas vouloir revoir les règles. Ok, libre à vous. Mais si elles ne sont pas visibles, elles perdent de leur force. Dans d'autres parcs et lieux publics, il existe des panneaux similaires, comme par exemple la nuit, le bruit nuit, ou juste devant l'établissement ici, le ramassage des poubelles. Serait-il donc possible d'avoir un affichage, parce que c'est un outil d'information, mais c'est aussi rendre ces règlements tangibles à la population, aux usagers, et rappeler à tous que ces espaces doivent être respectés. C'est aussi envoyer un message clair. La communauté y est présente, elle est vigilante, elle est déterminée à faire de ces parcs de lieux sûrs, inclusifs et accueillants pour toutes et tous. On parle de famille, mais là, il y a très peu de familles qui y vont. Enfin, cela donne plus de poids et d'arguments aux autorités, notamment lorsqu'elles interviennent, lorsque la paix et la jouissance de ces espaces ne sont plus garanties à autrui. Je vous ai préparé, si ça vous intéresse, bien évidemment, quelques suggestions d'affiches que l'on pourrait mettre dans les parcs en fonction des problématiques qui sont rencontrées. Et M. Restrepo, d'ailleurs, qui est en charge des parcs du village, va me rencontrer mardi prochain. Merci beaucoup pour votre question, M. Bagouet. Tout d'abord, on le voit là, dans plusieurs parcs du village, c'est très bien fréquenté par des enfants. Je pense au parc des Joyeux Vikings, par exemple, au parc Saint-Jacques. Vraiment, il y a une belle présence de familles, d'enfants, de plus en plus d'activités, et grâce au fait que notre administration les a réaménagés. Donc, souvent, quand on veut régler les enjeux liés à l'incivilité, c'est aussi par le travail dans le granulaire, par le réaménagement des parcs, et non pas seulement par l'affichage. Vous avez raison, le bruit nuit, c'était une campagne qui était surtout de sensibilisation contre les méfaits, mais qui, à elle seule, ne va pas réduire le bruit et les nuisances. Donc, ça va prendre un travail beaucoup plus grand. Et c'est ce qu'on fait, en fait. Et c'est ce qu'on a fait dans votre parc, le parc Martineau, juste à côté de chez vous, où on était avec vous. On a été rencontrés, j'ai été rencontrer les résidents, puis on s'est dit, OK, il y a peut-être des petits ajustements qu'on pourrait faire qui pourraient améliorer la situation. Et je pense que ça a aidé quand même à améliorer la situation. Merci de le valider, parce que pour nous, c'est comme ça qu'on le voit. Souvent, de venir déployer des panneaux avec beaucoup de règlements, les gens ne les lisent pas. Mais j'entends la proposition, je la trouve intéressante, puis je suis ravi que vous rencontriez quelqu'un des parcs chez nous, parce que c'est justement par l'implication citoyenne, l'implication des groupes communautaires, que nous, on va pouvoir venir faire les interventions pour améliorer les situations. Donc, merci beaucoup pour votre contribution, puis on va continuer de travailler, puis on va recevoir votre document, vous pouvez le laisser au greffe juste ici. Merci beaucoup. Madame Sarah Bétain-Janet. Merci. Bonsoir. Bonjour, je vis au 1414 Chomedey depuis près de 10 ans. C'est dans le district de Peter McGill, dans la région d'Atwater. J'aime beaucoup ce quartier, mais la sécurité, la propreté et la réputation du quartier se sont dégradées à un niveau inédit. Moi, je dirais même pire qu'au Liban. Je suis libanaise-canadienne et même au Liban, je ne vois pas ça. Aujourd'hui, nous faisons face à un souci de sécurité. Il y a des attroupements devant le refuge, des gens qui dorment des files d'attente de midi jusqu'à 8 heures du soir, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Des campements improvisés devant la SAC, des agressions, des vols. Moi, dans mon immeuble, même si on a la sécurité 24 heures sur 24, on a eu plusieurs fois des vols de vélos, des personnes qui rentrent, et on n'y arrive pas. Et surtout, le plus gros problème, c'est les urines et les excréments près de toutes les sorties de secours. Toutes les portes, parce qu'il y a
pas de toilettes, les gens font leurs besoins, enfin les itinérants font leurs besoins devant les portes. Ça pue, on va dire. Et vraiment, il y a une prolifération de rats et on a des problèmes dans l'économie locale avec les cafés qui sont, on va dire, envahis. On a un commerce qui est juste à côté du refuge. La propriétaire, elle a dû bouger parce qu'elle ne pouvait plus gérer, on va dire, le nombre d'itinérants qui rentraient et qui s'asseyaient. Et alors... Ouais, désolée. Alors, à court terme, est-ce que la ville peut s'engager à lancer d'ici 90 jours un plan intégré de propreté et sécurité pour Atwater, incluant des désinfections régulières, patrouilles, émisses accrues, meilleure coordination avec le refuge, sensibilisation et objectifs mesurables publics? Merci beaucoup, Mme Betty-Jeannet, pour votre présence ce soir, puis aussi pour votre partage. C'est un quartier que j'aime beaucoup aussi, que j'ai fréquenté beaucoup parce que j'avais de la famille là, qui habitait dans Peter McGill. C'est un beau quartier avec une belle diversité. On y retrouve d'excellents restaurants. Puis c'est toujours désolant d'entendre des témoignages comme ça parce que puis ça vient nous chercher parce que c'est votre milieu de vie à vous. Vous êtes là au quotidien, c'est votre sentiment de sécurité qui est affecté. Puis ça, c'est aussi quelque chose d'inacceptable au même titre que ce que ces gens-là vivent. Donc, sachez que vous êtes entendus. Tout à l'heure, mon collègue Robert a parlé un peu de l'environnement macro dans lequel on se retrouve face aux enjeux de l'itinérance. Je ne vais pas élaborer là-dessus, mais il est clair que nous, à la Ville, je pense qu'on a démontré notre proactivité, mais malheureusement, on n'a pas tous les leviers pour venir à bout de tous les enjeux de toxicomanie, puis évidemment de santé mentale qui sont autour de cette crise humanitaire-là. Puis on le rappelle, oui, Montréal est affecté, gravement affecté, le centre-ville, mais il n'y a pas que, il y a aussi les banlieues, il y a aussi toutes les grandes villes canadiennes et je dirais même nord-américaines. Donc, c'est vraiment un problème contemporain là, qu'on doit adresser à l'échelle même de l'Occident. En ce qui concerne le Square Cabot, ça fait des années qu'on est au fait de ces problèmes-là. Ça fait des années qu'il y a des problèmes au Square Cabot. En début de mandat, j'ai moi-même assisté à une rencontre avec les résidents, d'ailleurs qui avait été organisée, je crois, par la table des Grands Jardins et la table de quartier Peter McGill, où on avait parlé des solutions là, pour essayer d'atténuer cette problématique-là, autant pour les résidents que pour les gens en situation de grande vulnérabilité. Il y a une autre rencontre qui est prévue à l'automne, qui est organisée par l'équipe de Mme Tremblay, donc avec le SPVM, avec les partenaires, avec l'arrondissement, puis on va être là pour entendre les préoccupations. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a besoin aussi d'ouvrir des refuges 24/7, de donner les moyens aux organismes pour pouvoir venir en aide à ces gens-là. C'est notre plus grand souhait. Donc, si je peux me permettre aussi, en 2025, on a mis un certain nombre de mesures en place. On en a parlé abondamment au fil des conseils, mais il y a eu un contrat avec une firme de sécurité aussi là, qui avait été mis en place. Puis ces gens-là sont présents au Square Cabot. Il y a une nouvelle équipe de cohabitation sociale là, qui est pilotée par l'Itinéraire. Si vous connaissez le magazine, ils offrent aussi, ils ont aussi des équipes d'intervention sociale pour le Square Cabot. Puis on a augmenté le budget quand même de 4 millions là, pour tous les éléments de propreté. Donc, on travaille très fort pour contrer ça. Puis en août 2025, on va augmenter vraiment tout le rayon d'action là, de la firme privée qui va être circonscrit là, du jeudi au dimanche dans les secteurs de Tupper-Seymour, que vous connaissez probablement très bien. Il y a l'opération Sentinelle aussi qui est pilotée par la Mission Oldbury pour le secteur Cabot. On est aussi en contact avec la commandante Lamarche. Merci pour votre collaboration d'ailleurs au poste de quartier 12 qui vont vraiment s'occuper de tout le volet criminalité, particulièrement autour du Square Cabot, les rues Seymour et Tupper. Puis il va y avoir aussi une brigade d'intervention sociale qui va être mise sur pied. Donc voilà. Alors ça fait un bon tour de roue là, des actions très, très, très tactiques là, qui vont être réalisées autour du Square Cabot. Est-ce que j'ai le droit à une deuxième Absolument. Et au long terme, est-ce que la Ville peut établir avec le refuge qu'il y a et les organismes du quartier un cadre de financement soutenant des vrais parcours de réinsertion, ouverture 24 heures sur 24 du centre, rôle par exemple rémunéré des personnes qui vont dans le shelter, mais une sorte de programme de réinsertion sur le long terme, accompagnement structuré, suivi et transparent afin de réduire la crise sanitaire et garantir
la dignité et sécurité des personnes qui habitent dans la région. Bien, je comprends votre question, puis elle est très bonne. Puis ce que vous parlez, c'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon comme le parcours, un peu le parcours de clinique, où une fois qu'il y a une personne qui est dans un refuge ou qui se retrouve dans un centre de toxicomanie, ou comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner à différentes étapes pour qu'elle sorte de cette situation-là. Puis ce qu'on fait, nous, parce qu'à la Ville de Montréal, on n'a pas nécessairement d'intervenants sociaux, de médecins, de spécialistes en toxicomanie, mais on travaille avec la santé et les services sociaux pour qu'eux nous aident à venir bonifier puis mettre les ressources pour accompagner les personnes qui sont dans le besoin. Parce que ce qu'on veut éviter, ce qu'on essaie de faire le plus possible, encore une fois, en n'ayant peut-être pas toutes les ressources, mais c'est de ne pas faire le phénomène des portes tournantes. C'est-à-dire, tu rentres, tu vas dans une ressource, tu ressors, tu refais une crise, peut-être que tu vas avoir une crise de santé mentale ou autre chose. Puis là, ça repart. Alors, on travaille vraiment fort avec la santé, les services sociaux. Puis avec les organismes, la Ville de Montréal, on ne gère pas des refuges pour personnes en situation d'itinérance, sauf l'hiver passé, on en a ouvert un parce qu'il y avait des gens qui n'avaient juste pas de toit au-dessus de la tête, fait on va trouver une solution, mais c'est pas... mais je veux juste que vous sachiez que ça existe. Okay. La difficulté, puis je vous comprends, pour vous, vous venez nous voir, puis vous nous parlez de votre sentiment de sécurité, puis que je vous dise Québec ou Montréal ou la santé et les services sociaux, vous êtes bien là, coudon, là. C'est quoi la solution? Fait que je veux juste que je vous entends. J'aimerais ça que ça soit vraiment simple, ma réponse. Ça ne l'est pas, parce que c'est complexe. Mais ce que vous nommez, on le sait, c'est documenté, on en parle, ça fait des années qu'on cherche qu'on ajoute des ressources, mais aussi on veut s'assurer que les ressources ne sont pas toutes non plus toutes au même endroit. Donc ça aussi, qu'elles soient des modulaires à Outremont ou à Onsic, c'est aussi pour s'assurer qu'on est capable d'assurer une mixité dans les quartiers. Moi, le seul truc, c'est juste question de propreté et salubrité, parce que on a des excréments et des personnes qui font, désolé. Et alors, à ce moment-là, c'est parce que votre question était plus sur comment on accompagne, on peut parler avec les organismes. Alors, je vais quand même répondre à votre troisième sous-question, mais il y a des brigades, puis ce qu'on va faire, parce qu'en même temps qu'on parlait du SPVM, qui a des efforts concertés qui vont être faits, on va parler avec EMIS, c'est comme qui vont avoir une attention particulière, c'est très complémentaire, mais on est plus dans l'approche sociale, puis qui sont en lien aussi avec la ville au niveau de la propreté et tout le reste. Fait qu'on va se faire on le fait souvent en continu. Je veux que vous sachiez, ça s'est déjà fait dans le Square Cabot. L'affaire, c'est que souvent, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, je pense qu'on est retombé dans un bas, donc on va remettre la gomme, puis on va essayer de tenir ça à bout de bras. Puis on pourra communiquer avec vous pour peut-être vous donner plus d'informations si vous avez d'autres idées. Vous avez quelque chose à nous déposer? Oui, mais en même temps, on connaît bien le secteur. Et un de mes collègues va venir vous voir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Monsieur Robert Ajali. Good evening, everyone. I have two questions. The first regards the blocking of traffic on St. Catherine Street and Dr. Penfield. On St. Catherine Street, traffic is completely blocked. The street is completely blocked from De La Montagne Street to McGill College and from Pierce to Mackay. That's 8 blocks. And as I said before, when I say it's completely blocked, there's no lane that's been left available, let's say, for emergency vehicles or service vehicles. And according to the sign on the site, it says that this work is going to go on till the autumn of 2030. And bear in mind that work already started on the stretch between Stanley and Mansfield from spring of 2023. So that's 7.5 years that the street has been blocked. So my question is very simple. Why is it taking so long? Can this time be diminished? And there can at least be a lane left open so that emergency vehicles, for example, police, ambulance, fire, and service vehicles like garbage deliveries and so on, can get through. I just want to point out that on Guy Street, there's also similar work, but there is a lane left open for these vehicles. So once again, why is it taking so long? Can it be shortened? And can you leave a lane open? It could change from year to year, but one lane open for emergency vehicles, for example, to either access the site if they have to, or to get through it. You can imagine what could happen with fire or violence or emergencies. That's my first question. Well, thank you so much for your question, Mr. Ajali. I want to reassure you that
every time there's construction on streets, whether it's the city's construction or private construction, we always work with the service d'urgence, with the police, with the ambulance to make sure that their routes are safe. So this is a work that we're doing before we're giving a permis d'occupation publique or before we're doing work. We always work with them. So I'm completely sure that there's no issue regarding security as to their routes. That being said, moving the time frame of construction, I cannot answer you right now on the floor. I'm going to have to see what kind of construction it is, what kind of work has to be made. Vous comprenez là, qu'on ne peut pas bouger des temporalités de travaux comme ça sur le coin d'une table. Fait que je vais aller vérifier, ça nous fera plaisir de vous revenir. Mais pour la question de la sécurité, pour la question de la collecte des ordures, pour la question des livraisons, pour la question des ambulances, tout ça est pris en considération, que ce soit des travaux publics ou privés, pour s'assurer que les gens puissent circuler, là. I can tell you that the construction is from sidewalk to sidewalk. There's no way an emergency vehicle can either access that site or get through it if it needs to. That's the truth. Go see it. Okay, my second question has to do with a vacant building. It's on the corner of Drummond, the southeast corner of Drummond and Sherbrooke Street. It actually has been vacant for 12 years. It used to be an office building. Apart from a store in the bottom, the store is left. What has happened 6 months ago is that the outer walls of the building were stripped, just leaving a concrete structure, right, which is visibly deteriorated in its lower floors and dirty. And this building is a terrible eyesore. It's in a very beautiful area. On the one side is the Ritz-Carlton Hotel. The other side is the Elcan. On the other side of the street are the University and Mount Royal Clubs and the Acadia apartment building, which is a classical building. So my question is this. There's no sign, incidentally, of any project there. There's no sign of anything's going to come. There's no sign of workers there. There's only a platform that goes around the top of the first floor. I think it's to catch pieces of concrete that might fall on people's heads, actually. So my question is this. Do you know who owns this site? Do you know what they intend to do with it? Is there a plan? If they have no plan, what's going to happen to that building? It cannot possibly remain there. It is an absolute eyesore in the middle of the most classical and sophisticated part of Montreal. That's my question. What's going to happen with this building? Bonjour, M. Adjali. Donc, oui, on connaît le bâtiment, les matériaux de parement. C'était des blocs de béton, effectivement, menaçaient de s'effondrer sur le domaine public. C'est pour ça qu'il y a une structure qui a été installée et que les matériaux de parement ont été retirés. Actuellement, le propriétaire a une demande de permis qui est à l'étude. Il doit fournir de la documentation avec une collaboration moyenne, je dirais. Donc, on continue à mettre de la pression sur le propriétaire pour obtenir les documents requis. Mais ce qu'on sait, parce que ça faisait partie de votre question, c'est que ce serait transformé. En fait, ils remettraient des matériaux de parement pour en faire un building non occupé pour le moment. Mais c'est tout ce qu'on sait. Mais on est au courant et on continue de mettre la pression sur le propriétaire qu'on connaît. Just tell me roughly what he's going to do with it. Does he intend to build something new, or what's going to happen? Can you just please tell me, just rough, grosso modo? Grosso modo. Je comprends pas. Premièrement, tu sais, on vous répond comme au meilleur de nos connaissances avec une question très précise. Là, je ne pense pas que vous pouvez vous emporter contre Mme Turcotte. Là, elle vous répond. Après ça, peut-être que la réponse n'est pas comme vous voudriez. Puis si vous voulez, on peut vous organiser une rencontre. Mais l'idée ici, c'est pas on cache rien. Là. Puis No, dernier élément. Non, mais si on ne peut pas vous répondre, on ne peut pas vous répondre sur le fly comme ça. Mme Turcotte vous a répondu l'information qu'elle avait, M. Adjali. Puis deuxième information, concernant la construction, là, oui, ça arrive plein de fois que dans la ville, il y a des chantiers de construction qu'on ferme une rue. Mais et les policiers et les services d'urgence sont informés. Quand eux, il faut qu'ils passent, ils passent. Parfois, ils vont nous dire, bien, par la ruelle, c'est correct ou peu importe, mais ils sont toujours informés. Je ne serais pas confortable parce que ça donne l'impression que la sécurité des citoyens et des citoyennes, dans un cas de rénovation complète d'une rue, est mise à mal. Il faut juste que je réitère ça. Est-ce que les livraisons peuvent passer? Ça se peut que ça ne soit pas possible. Mais quand il y a des véhicules d'urgence qui doivent aller quelque part, qu'il y ait un chantier où ils vont l'avoir prévu de pouvoir aller assurer la sécurité. Pour le reste, si vous avez d'autres questions, si vous considérez que Mme Turcotte, à la hauteur de ce projet précis-là, n'a pas répondu à votre question, je vais vous demander de communiquer avec elle directement. Merci beaucoup. Monsieur Lessard.
Bonsoir, Madame la mairesse et tous les élus. Merci d'être là pour nous. Hein, c'est important de le souligner. Moi, je suis un locataire de la maison Aurélie Cadotte. Ça touche un petit peu à la première question qui a été posée au début, parce que dans l'édifice du Bon Pasteur qui appartient à la Ville de Montréal, il y a plusieurs entités. Donc, la coop d'habitation, la maison Aurélie Cadotte et autre chose aussi. On a aussi des anges chez nous. On dit qu'ils n'ont pas de sexe, mais ils n'ont pas d'oreilles non plus, parce qu'on a beau leur parler, qu'ils ne nous répondent pas. C'est pour ça qu'on a décidé de venir vous voir. Alors, voilà, la maison Cadotte, c'est une résidence pour les personnes de 55 ans et plus, qui est une habitation sociale, évidemment. Nous, on a été mis à pied à cause de la génératrice de la maison de spectacle à côté. Une génératrice au gaz qui a foutu le feu puis qui nous a tous mis à la porte. On est plusieurs dizaines et des dizaines de personnes qui devront vivre sur les divans des amis ou se trouver des loyers à 2 fois puis 3 fois le prix qu'on payait déjà. Alors, on a passé au feu le 25 mai 2023. On a été victime d'incendie. Là, je répète un petit peu parce que je suis nerveux. C'est la première fois que je fais face à un truc comme ça. Alors, ça serait peut-être bien aussi dans le futur aussi que cette génératrice au gaz soit peut-être interdite pour encore nous poser des problèmes et tous les problèmes de pollution respiratoire aussi que ça nous occasionnait. Alors, suite à cette catastrophe, Madame Plante, vous êtes venue nous voir avec caméra et télé en nous promettant qu'il y aurait une reconstruction rapide. Vous en rappelez-vous? Oui, hein? En disant même que ça sera peut-être aussi rapide que la construction de la cathédrale de Paris, quelque chose comme ça? Hein? En tout cas, quelque chose... Bon, c'est pas grave. Moi, je m'en rappelle. Donc, ça fait depuis plus de 28 mois, l'édifice, il n'y a rien qui a bougé, il n'y a même pas un clou qui a été planté, il n'y a rien qui se passe. Donc, nous, ce qu'on voudrait savoir, là, on voudrait savoir sincèrement, comprendre, c'est quoi le blocage actuel? Est-ce que c'est un problème de financement? Est-ce que c'est un problème d'urbanisme? Est-ce que c'était des exigences réglementaires? OK. Pas le trop. Bien, comme je disais tantôt, là, il n'y a pas de blocage à la Ville de Montréal. Là. À chaque fois qu'il y a un projet qui est déposé pour une demande de permis de construction, il faut l'étudier. C'est un grand ensemble avec beaucoup d'éléments là, d'architecture, puis s'assurer vraiment que ce soit fait justement pour que ce soit durable dans le temps. Donc, nous, on a émis un avis favorable au comité consultatif d'urbanisme qu'on approuve aujourd'hui en conseil d'arrondissement, aujourd'hui même. Donc, il n'y a pas de blocage à la Ville de Montréal. Après, bien évidemment, il y a le ministère de la Culture qui doit donner son autorisation pour les travaux. Mais pour nous, là, c'est une acceptation là, du projet là, de reconstruction. Là. OK. Mais ça veut dire combien de temps? Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Parce que là, on commence à être à bout de nerfs là, aussi. Là, j'ai passé la semaine passée, il y a une fenêtre de pété, les pigeons qui rentrent puis qui sortent. C'est en train de pourrir debout, là. Bien, actuellement, je veux dire, c'est pas la Ville qui va mobiliser le chantier. Là, à partir du moment où on donne l'acceptation, ça chemine. Puis après, bien, il y a une acceptation du ministère qui doit arriver. Nous, tu sais, ça va bon train. Là, on est dans les temps, on avance. Donc, on peut aller s'informer pour savoir sur l'acceptation des travaux au ministère, si effectivement ça s'en vient aussi en même temps. Puis après, c'est le temps de mobilisation du chantier. Mais je le comprends, là. Tu sais, je veux dire, je le sais que c'est super long. Je le sais que c'est des situations qui sont... Bien, si c'est des drames humains là, que vous avez vécus, puis que vous continuez de vivre à tous les jours, là, effectivement. mais sachez là, qu'à tous les niveaux à la Ville de Montréal, là, les élus, puis je l'ai dit tantôt, mon collègue Benoît Doré qui travaille avec la SHDM, qui est aussi impliqué dans le dossier, l'arrondissement qui a voulu aller le plus rapidement possible dans toute la complexité du projet, tous les enjeux qui sont liés au patrimoine, on essaie là, de faire le plus rapidement possible, puis on est là-dessus, mais je vous dis, là, il n'y a pas de blocage à la Ville de Montréal. Peut-être qu'on pourrait, de la même façon qu'on a eu, on va jaser. Est-ce que vous vous connaissez?
Oui, OK, j'imagine. Non, mais parce que je sais que justement, il y a plusieurs groupes différents. Là, donc, on pourrait peut-être dans cette même rencontre, ou en tout cas, oui, ça serait approfondir un peu plus. Oui, absolument. Mais au niveau du ministère de la Culture... C'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles je veux qu'on s'assoie et qu'on approfondisse, c'est que, entre autres, il y a d'autres questions de d'autres citoyens. Puis en principe, vous en avez posé 2. Fait que si vous me permettez, moi, j'aimerais ça qu'on puisse rassembler tout le monde ensemble, puis on pourra faire le tour, puis on va laisser Mme Turcotte aussi, qui est responsable d'urbanisme, elle, faire un tour de roue avant de vous rencontrer pour mettre les informations en date, puis voir qu'est-ce qu'il y en est. OK, puis merci. vous pourrez poser toutes vos questions, évidemment. Là. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Alors, maintenant, ça nous amène aux questions. On a reçu des questions en ligne également. Donc, merci à ceux et celles qui se sont déplacés. Et je vais laisser Mme Lemieux faire la lecture des questions. Merci, Mme la mairesse. Alors, la première question est de Micheline Tremblay, du district de Sainte-Marie. Votre inspecteur est venu l'an dernier et a identifié une teneur trop élevée en plomb de l'eau du robinet de notre maison. Nous ne pouvons donc pas boire ou faire à manger avec cette eau que nous payons cependant. Votre inspecteur nous a laissé un pichet et 4 filtres pour environ 1 an. La norme est de 6 parties par million de plomb et nous devons en avoir plus de 135. L'eau potable, c'est plus urgent que les pistes cyclables ou la piétonisation permanente de la rue Sainte-Catherine-Est. 2 questions. 1. Quand changerez-vous nos conduites d'eau? 2. En attendant, où nous procurer des filtres sans frais pour votre pichet? Merci beaucoup pour la question. Écoutez, d'entrée de jeu, je tiens quand même à rectifier certains faits. Là. Le PDI, donc le budget là, que la Ville de Montréal met en investissement dans les infrastructures de l'eau est colossal comparativement au budget cyclable, bien que la sécurité routière est aussi extrêmement importante puis que la sécurité des plus vulnérables sur nos rues le sont aussi. Donc, on est capable d'investir là, dans différents postes budgétaires en même temps. Vous avez raison là, de dire qu'il y a des remplacements de services en plomb qui doivent être faits. Cela dit, vous comprendrez qu'on doit en remplacer énormément et c'est ce qu'on fait. Là, on procède à des milliers de remplacements chaque année et on y va en fait là, en fonction des différents projets de réaménagement qu'on a. Donc, quand il y a des travaux d'infrastructure de l'eau, on en profite pour faire les changements. Donc, j'ai pas d'échéancier précis pour votre adresse précise. Par contre, chaque année, là, en fonction des travaux qu'on fait, on multiplie là, les changements de services en plomb pour s'assurer là, d'y arriver. Puis, d'ici là, cela dit, on distribue quand même là, des filtres et des pichets pour les résidents qui sont dans les zones là, qui sont vulnérables. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire, puis je pourrais vous référer au bon service, puis on va s'assurer là, que vous ayez tout en main pour pouvoir là, consommer notre belle eau potable là, de manière sécuritaire. Puis je tiens à vous rassurer à l'effet que les travaux vont bon train. La prochaine question était de Yvan Lessard. C'est M. Lessard qui était posé en personne, tout à fait. Ça, donc, tout à fait, Mme la mairesse. Ça jase là à côté. Exactement. Donc, la question suivante de Marc Provencher, du district de Saint-Jacques. L'arrondissement montréalais de Verdun s'attaque aux véhicules qui émettent trop de bruit. En modifiant son règlement sur les nuisances, il permet aux policiers de son poste de quartier de donner un constat d'infraction s'ils jugent à l'oreille qu'un moteur pétarade trop fort. Est-ce que l'arrondissement de Ville-Marie pourrait limiter et aussi introduire un fort effet de dissuasion en portant l'amende à 2 000 $ fixe? Cette nuisance doit être stoppée immédiatement. J'habite sur le boulevard de Maisonneuve, près du boulevard Saint-Laurent. Ce sont des dizaines de véhicules qui paradent sans cesse tous les soirs et qui empoisonnent ma quiétude et celle des voisins. Depuis que j'y habite, des agents du SPVM n'ont tenu aucune opération d'intervention. Merci. Merci beaucoup pour la question. Tout d'abord, il est interdit là, d'avoir un véhicule modifié qui fait du bruit sur les routes. Là, on a eu des enjeux comme ça post-pandémique dans le Vieux-Montréal. Puis on a vraiment travaillé avec les PDQ, le PDQ 21 dans le secteur. Puis ça a permis d'atténuer là, à certains moments. Donc, ça vaut la peine de faire des plaintes. Ça vaut la peine de nous le signifier quand il y a des enjeux comme celui-là. Nos policiers peuvent intervenir. Il y a cette possibilité-là. Ils le font quand ils le constatent. Il faut pogner les personnes sur le fait, par exemple. Donc, je vais quand même informer auprès de mes collègues de Verdun pour nous assurer que notre réglementation est au fixe également. Mais il y a une possibilité d'intervenir, il y a une possibilité d'émettre des constats à Ville-Marie aussi. On vous invite vraiment là, à nous transmettre là, les plaintes puis les enjeux s'ils sont récurrents là, par des blitz. Des fois, avec nos services de police, on peut les régler.
La prochaine question est de Mathieu Schmitt, du district de Sainte-Marie. Bonjour, l'état de la chaussée sur la rue d'Iberville entre Sainte-Catherine et Notre-Dame est très dégradé. Les nombreux nids de poules et fissures causent un bruit constant et surtout des vibrations intenses ressenties jusque dans les logements, notamment lors du passage de camions. J'habite au 3e étage du bâtiment situé au 605 rue d'Iberville et ces vibrations sont si fortes qu'elles me font craindre non seulement pour le confort des résidents, mais aussi pour la structure du bâtiment qui est pourtant récent. Il s'agit d'un axe extrêmement emprunté, donc déjà très bruyant, mais les vibrations liées à l'état de la chaussée viennent considérablement accentuer ce problème. La rue Notre-Dame, entre Frontenac et d'Iberville, présente également un état préoccupant qui contribue aux mêmes nuisances. Ma question est la suivante. Quelles actions concrètes l'arrondissement prévoit-il prendre et dans quel délai pour réparer ces portions de rue et réduire les nuisances sonores et les vibrations qui affectent directement la qualité de vie des citoyens du secteur? Merci beaucoup pour la question, M. Schmitt, puis vous avez tout à fait raison. Là, votre asphalte est bien magané, mais sachez que les équipes de l'arrondissement prévoient faire du réasphaltage, là, donc précisément sur ce secteur-là. Donc, les équipes des travaux publics vont être là, d'ici la fin du mois de septembre, puis on va pouvoir s'assurer que les vibrations, les nids de poules, tout ça sera réparé là, très rapidement avant la neige. Merci beaucoup. La prochaine question est de Françoise Ramel, du district de Saint-Jacques. J'ai participé en juin à l'inauguration de la place du Pain et des Roses et j'en suis très fière. Cependant, depuis l'inauguration, la pancarte de la place est toujours Square Amherst. Quand la pancarte va-t-elle être installée? Je vais essayer de venir au CA, mais comme je pense être un peu en retard, je préfère inscrire ma question. Oui, écoutez, merci beaucoup, Madame Ramel. Bien, on est fiers de cette place du Pain des Roses, justement, qui vient remplacer le Square Amherst. Donc, et effectivement, les écriteaux n'ont pas encore été changés, mais ça va pas tarder. On a eu un enjeu de livraison, mais ça s'en vient. Ça devrait... Ça m'embête toujours de vous donner, c'est pas moi qui est derrière qui s'est occupé du bordereau de commande, mais j'ai envie de vous dire que dans les prochaines semaines, là, ça va être fait. Donc, on a hâte. La prochaine question est de Robert Manningham. C'est encore une question sur le monastère du Bon-Pasteur. En mai 2023, le monastère du Bon-Pasteur a été détruit par un violent incendie. Depuis cette date, les membres de la coop Sourire à la vie travaillent d'arrache-pied pour sa reconstruction. La demande de permis est en cours. Ma question est, quand la Ville remettra-t-elle la prolongation du bail amphithéotique à la coop pour signature? Oui, bien, il y a des rencontres actuellement, puis du travail qui est fait avec la SHDM. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis entretenu avec mon collègue, M. Benoît Doré. Puis ben, j'espère qu'à l'occasion d'une rencontre là, qu'on pourrait faire avec les différents partenaires, la solution va être réglée. L'objectif, c'est de pouvoir le transférer le plus rapidement possible. Merci. La question suivante était de Mme Sarah Bettinjani. Elle l'a présentée en personne. Et la prochaine question est de Caroline Cloutier, du district de Saint-Jacques. Attendu que la coopérative d'habitation Le Trapèze, située au 16 rue de Nazareth, est habitée depuis février 2024 et que les travaux de construction du trottoir côté nord de la rue entre la rue Brennan et la rue de la Commune n'ont toujours pas été effectués. Attendu que des travaux similaires ont eu lieu en juillet 2025 sur la rue de la Commune, face à l'immeuble Aleco adjacent au bâtiment de la coopérative, sans que les travaux ne soient réalisés sur la rue Nazareth, malgré la présence de l'équipement nécessaire. Attendu que des personnes résidant à la coopérative sont à mobilité réduite, qu'une de ces personnes est aveugle et que d'autres ont de jeunes enfants nécessitant l'utilisation d'une poussette. Attendu que sans ce trottoir, l'aménagement d'un espace débarcadère essentiel aux services adaptés et à la collecte des matières résiduelles est impossible devant l'entrée principale. Attendu que le déneigement de l'espace ne sera pas effectué par la Ville si les travaux ne sont pas réalisés avant la première neige, ce qui mettra grandement en danger la sécurité des personnes résidant à la coopérative d'habitation Le Trapèze a délégué une équipe afin de poser la question suivante. Est-ce que la Ville s'engage à construire le trottoir et l'espace débarcadère prévu sur rue de Nazareth, permettant d'assurer la sécurité de toutes les personnes habitant la coopérative et utilisant l'espace d'ici la mi-octobre 2025, avant la première neige?
Merci beaucoup pour votre question. Ben, c'est un drôle de hasard. Là. Ce week-end, j'ai croisé quelqu'un de la coopérative Le Trapèze, justement, qui m'a sensibilisé à cet enjeu-là. Donc, on a demandé la question à nos équipes de travaux publics pour avoir justement un échéancier. On va pouvoir venir vous le transmettre. J'aimerais quand même prendre contact avec vous là, pour peut-être aller visiter sur le terrain directement là, pour qu'on puisse en discuter, voir ce qui pourrait être fait à la limite, si on fait des aménagements qui pourraient être temporaires là, pour pouvoir répondre aux besoins là, des populations là, qui sont à mobilité réduite, là, qui sont membres de la coopérative. Donc, un membre de mon équipe va prendre contact avec vous là, pour un échange directement. La prochaine question et dernière question est de Olivier Lauzon, qui réside hors de l'arrondissement de Ville-Marie. Chers membres du conseil d'arrondissement, la question s'adresse à la mairesse dans le cadre des actions citoyennes concernant le projet de développement de la gare centrale par Communard. Cette démarche s'appuie sur le dossier déposé lors du précédent conseil. Ce dossier rassemble les avis des citoyens, d'experts en patrimoine et en aménagement urbain et s'accompagne de recommandations issues de la table de concertation Peter McGill et du comité de logement Ville-Marie. Si le projet présenté respecte les règlements en vigueur, il nous semble essentiel de rappeler que l'avenir de la gare centrale doit dépasser la simple conformité réglementaire. Le projet doit refléter les ambitions du plan stratégique 2030 et du nouveau PUM 2050, car il engage l'identité de Montréal, son rayonnement à l'échelle nationale et internationale, ainsi que la capacité de notre métropole à incarner un véritable modèle pour l'avenir de la mobilité durable. Dans ce contexte, quelles sont les démarches à suivre pour qu'une rencontre constructive ait lieu avec le cabinet de la mairesse et la direction de l'urbanisme afin de présenter le dossier et d'échanger sur les conditions de réussite de ce projet d'envergure pour Montréal? Nous remercions le conseil d'arrondissement et la ville pour l'attention qu'ils porteront à ces démarches citoyennes. Et un document avait été déposé. Oui, les documents ont été déposés. Et d'ailleurs, on a eu une rencontre ensemble, M. Lauzon. J'ai répondu plusieurs fois au conseil municipal, aussi au conseil d'arrondissement, à vos questions. Puis vos prémices de base là, sont justes. C'est un secteur qui est fondamental. On veut que tout projet qui soit déposé soit exemplaire. C'est une forme d'entrée de ville, la gare. Donc, bien évidemment, vos préoccupations, on en fait les nôtres. Pour l'instant, il n'y a pas encore de projet officiellement déposé. C'est un détenteur qui est privé, mais bien évidemment, le jour où il y aura un projet de déposé, on va vraiment s'assurer qu'il soit suivi de façon exemplaire. On ne veut pas non plus manquer notre coup. On veut que ce soit un endroit qui soit bien aménagé et qui soit bonifié par rapport à la situation actuelle. Donc, je vous remercie vraiment pour votre engagement. Puis, bien évidemment, là, les échanges qu'on a eus ensemble, pour nous, c'est inspirant. Puis, on va continuer nos contacts avec le promoteur du projet. Merci beaucoup, Madame Lemieux. Je vous laisse prendre une gorgée d'eau en faisant le point 10.04, qui est la période le 10.05, pardon, qui est la période de questions des membres du Conseil. Parfait. Et ça nous amène au 10.06. Êtes-vous prête? Oui. On vous écoute. Merci, Madame la mairesse. Alors, réunion pour étude et adoption des articles 10.06 à 10.08, proposés par M. Baudry, appuyé par Mme Moserol. 10.06, adopter le procès-verbal de la séance du Conseil d'arrondissement du 8 juillet 2025. 10.07, prendre acte du dépôt des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d'urbanisme tenues le 10 juillet et le 14 août 2025. 10.08, adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 12 août 2025. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. En orientation maintenant, le point 12.01, adopter la politique montréalaise du loisir public. Proposé par M. Baudry, appuyé par Mme Moserol. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. En affaires contractuelles, maintenant, réunion pour étude et adoption des articles 20.01 à 20.10, proposés par M. Baudry, appuyé par Mme Moserol. Accorder un contrat à Pavage Desmoulins Incorporé pour l'exécution de travaux de construction de dos d'âne sur diverses rues de l'arrondissement. Autoriser une dépense maximale de 285 631,10 $, taxes, contingences, incidences et frais de surveillance inclus. Appel d'offres public VMP 25011, 4 soumissionnaires. 20.02. Accorder un contrat de service d'entretien
accorder un contrat à Service d'entretien Alphanet Incorporé d'une durée de 36 mois, soit du 15 décembre 2025 au 14 décembre 2028, pour les services d'entretien ménager à la Cour municipale, avec 2 options de prolongation d'1 année chacune, autoriser une dépense totale de 2 275 481 et 72 sous, taxes incluses, appel d'offres public 25 21 005, 3 soumissionnaires conformes. 20.03. Accorder un contrat à l'épavage CK Incorporé pour des travaux de conduite d'eau, de voirie et d'éclairage dans la rue Garot, de la rue Alexandre de Sèvres à la rue de Champlain, ainsi que des travaux d'aménagement dans le parc Charles S. Campbell. Autoriser une dépense totale de 1 748 618 et 6 sous, taxes, contingences, incidences et frais de surveillance inclus. Appel d'offres public VMP 25 014, 3 soumissionnaires. 20.04. Accorder un contrat à les entrepreneurs Bucaro pour des travaux de planage et de pavage sur la rue Sherbrooke entre le boulevard Robert Bourassa et le boulevard... Pardon, je recommence. 20.04. Accorder un contrat à les entrepreneurs Bucaro Inc. pour des travaux de planage et de pavage sur la rue Sherbrooke et le boulevard Robert Bourassa dans le cadre du programme complémentaire de planage revêtement PCPR 2025, autoriser une dépense totale de 839 5 et 92, taxes, contingences et frais de surveillance inclus, appel d'offres public VMP 25 015, 6 soumissionnaires. 20.05. Autoriser une dépense additionnelle de 59 127 et 66 sous, taxes incluses au sein de l'enveloppe budgétaire du contrat de base et de contingence afin d'assurer les honoraires professionnels pour le projet de stabilisation des fondations du bâtiment de l'édifice de la Cour Côte-des-Neiges, phase 02, dans le cadre du contrat accordé aux firmes Parizeau, Pawlowski, Architectes, Société en nom collectif, et MLC Associés Incorporés, CG 210276, majorant ainsi le montant du contrat de 97 076 et 27 à 156 203 et 93, taxes incluses. 20.06. Verser au domaine public à titre de parc le lot 6 390 192 situé au sud de l'intersection sud-est des rues Atataken et Sainte-Catherine. 20.07. Approuver la convention modifiée avec la Société de développement commercial du village pour la réalisation du projet Esquad du village dans le cadre de la stratégie centre-ville afin de changer les modalités de versement de l'aide financière qui y sont prévues. 20.08. Approuver des conventions se terminant au plus tard le 1er mars 2026 avec Écomusée de la Maison du Fier-Monde et Diffusion gay et lesbienne du Québec dans le cadre de l'édition 2025 du Fonds de soutien aux organismes culturels œuvrant dans Ville-Marie et accorder une contribution totale de 10 000 20.09. Approuver la convention se terminant le 30 septembre 2026 avec Famille pour l'entraide, l'éducation des jeunes et des adultes, FEEJAD, dans le cadre du Fonds de soutien en développement social de l'arrondissement de Ville-Marie et accorder une contribution totale de 25 000 20.10. Accorder à même le budget de fonctionnement des contributions à divers organismes pour un montant total de 27 566 et modifier la résolution CA 25-240-313 afin d'annuler une contribution. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 20.11 à 20.13. 20.11. Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Demain Montréal, SEC, sans contrepartie financière à des fins de cession d'un garage municipal, un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 451 229 du Cadastre du Québec, situé au 14 rue de Nazareth, au nord de la rue de la Commune-Ouest, d'une superficie de 1033,4 mètres carrés. 20.12. Approuver un projet visant la modification de la servitude à des fins de parc local publié sous le numéro 24 162 078 à intervenir entre la Ville de Montréal et syndicat initial 2300 Tupper et syndicat du projet Children S, situé du côté ouest de la rue Sussex et au sud de la rue Tupper, sans contrepartie financière. 20.13. Approuver un projet d'acte modifiant la convention d'usufruit cédée par 9398-244 Québec Inc. à la Ville de Montréal pour la propriété située à l'ouest de la rue du Sussex, dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux fins d'une bibliothèque et d'un centre communautaire, afin de définir avec précision la partie du bâtiment assujettie à l'usufruit suivant la construction de la bâtisse connue comme étant le centre Sanac. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée.
En administration et finances, maintenant, réunion pour étude et adoption des articles 30.01 à 30.06, proposés par M. Baudry, appuyé par Mme Moserol. 30.01. Offrir au conseil municipal, en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de prendre en charge des ressources humaines dans les opérations des lieux d'élimination de la neige Follow Me Riverside, dans le cadre des opérations d'élimination de la neige dans l'arrondissement de Ville-Marie pour les années 2025, 2026 et 2027. 30.02. Accepter en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, RLRQ, chapitre C, 11.4, l'offre du conseil municipal concernant la réalisation de certains travaux de protection des ormes d'Amérique publique par le Service des grands parcs du Mont-Royal et des sports, SGPMRS, sur le territoire de l'arrondissement de Ville-Marie. 30.03. Demander au conseil municipal de majorer la dotation de la division de l'aménagement des parcs et des actifs immobiliers par l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant de 156 423 $ taxes nettes pour les travaux de réhabilitation environnementale dans le cadre de l'exécution des travaux d'aménagement du parc François-Delier de Casson. 30.04. Autoriser une affectation de surplus d'un montant de 314 962 $ et 50 sous net de ristourne pour les travaux de remise en état du pavillon du Square VG. 30.05. Prendre acte du rapport de la mairesse sur la situation financière de l'arrondissement de Ville-Marie pour l'année 2024. 30.06. Prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires système GDD et Simon pour les périodes du 1er au 31 juillet 2025 et du 1er au 31 août 2025. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. En réglementation maintenant, 40.01, approuver des initiatives culturelles, autoriser l'occupation du domaine public et édicter les ordonnances du 17 septembre au 22 octobre 2025, proposées par M. Baudry, appuyé par Mme Moserol. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. 40.02, autoriser la tenue de programmations diverses sur le domaine public, saison 2025, 6e partie A, et édicter les ordonnances. Des commentaires? Oui, s'il vous plaît. En fait, j'aimerais proposer un amendement à la proposition et de retirer l'événement Fête d'automne du GRIP prévu le 21 septembre 2025, puisque le demandeur n'a pas décrit toutes les activités qui s'y dérouleront. Cette proposition est appuyée par Mme Moserol. Donc, la proposition est donc adoptée telle qu'amendée. Réunion pour étude et adoption des articles 40.03 à 40.12 proposés par M. Baudry, appuyé par Mme Moserol. 40.03. Édicter une ordonnance concernant la tenue d'événements sur le terrain arrière de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec le 10 septembre 2025. 40.04. Édicter en vertu du règlement sur le bruit, RRVM chapitre B3, une ordonnance concernant la tenue d'un concert extérieur dans le parc de la place Radio-Canada le 25 septembre 2025. 40.05, édicté en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement RRVM, chapitre C4.1, à l'égard de l'arrondissement de Ville-Marie, une ordonnance fixant la limite de vitesse prescrite à 20 km/h et identifiant comme rue partagée la rue Garot entre les rues de Champlain et Alexandre de Sèvres, ainsi que la rue Paxton à l'est de la rue Guy. 40.06. Édicté en vertu du règlement sur la circulation et le stationnement RRVM, chapitre C4.1, à l'égard de l'arrondissement de Ville-Marie, une ordonnance décrétant la mise à sens unique vers le nord de la rue de Champlain, entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke. 40.07. Édicté en vertu du règlement sur l'exposition et la vente d'œuvres artisanales, picturales ou graphiques sur le domaine public, RRVM chapitre E 7.1, une ordonnance permettant de fixer diverses dates concernant les activités des demandeurs de permis pour l'année 2026. 40.08. Autoriser l'usage spécifique restaurant et débit de boissons alcooliques au 2e étage du bâtiment situé au 340 rue de la Gauchetière-Ouest, conformément à la procédure des usages conditionnels du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. 40.09. Autoriser l'exercice d'un usage conditionnel laboratoire dont la quantité utilisée de matières dangereuses ne dépasse pas les seuils prescrits par le Règlement sur la prévention des incendies de Montréal 12005, au-delà de la limite de la superficie prescrite dans le bâtiment situé au 1616, boulevard René-Lévesque Ouest, conformément à la procédure des usages conditionnels du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. 40.10.
Autoriser l'exercice d'un usage conditionnel, implantation d'un usage commercial spécifique dans un bâtiment existant situé dans le centre des affaires à un niveau où seuls des usages commerciaux additionnels sont autorisés pour le complexe immobilier Place Ville-Marie situé au 1-5 Place Ville-Marie, conformément à la procédure des usages conditionnels du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. 40.11. Refuser la délivrance d'un certificat d'autorisation d'enseigne 341-4257 relativement à 3 enseignes pour le bâtiment situé au 1300 Sherbrooke-Ouest, conformément au titre 8 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, Brasswater, ancien magasin Holt Renfrew. 40.12. Adopter avec changement le règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public RRVM chapitre O0.1 à l'égard de l'arrondissement de Ville-Marie afin de modifier les normes encadrant les permis d'occupation périodique du domaine public, soit les cafés-terrasses et les placotoirs. Adoption. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Réunion pour étude et adoption des articles 40.13 à 40.19 proposés par M. Baudry, appuyé par Mme Moserol. 40.13, adopté avec changement le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie 01282 à l'égard de la terminologie des établissements d'hébergement touristique et des catégories d'usage. Adoption. 40.14, adopter une résolution autorisant l'installation d'enseignes sur les façades d'un bâtiment situé au 311 rue Sainte-Catherine-Est, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, salle Pierre-Mercure, centre Pierre-Péladeau-UQAM. Projet de résolution. 40.15, adopter une résolution autorisant par phase la réalisation d'un projet de redéveloppement pour l'immeuble situé sur les lots 3, 523, 567, 3, 523, 568, conformément à l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, chapitre 2 des lois du Québec de 2024, île aux voyageurs, projet de résolution. 40.16, adopter une résolution autorisant un plan d'ensemble détaillé des enseignes, l'occupation d'un toit terrasse ainsi qu'un empiètement sur le domaine public pour le bâtiment situé au 84 rue Sainte-Catherine-Ouest, conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, Théâtre du Nouveau Monde, premier projet de résolution. 40.17. Adopter une résolution autorisant la modification de la résolution CA 18-240-046 afin de permettre l'agrandissement d'une bijouterie existante située dans le bâtiment au 2020 rue de la Montagne, dans le bâtiment adjacent situé au 2060-2062 rue de la Montagne, ainsi que d'autoriser un plan d'ensemble détaillé des enseignes pour ceux-ci, conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. C'est la bijouterie Château d'Ivoire, premier projet de résolution. 40.18. Adopter une résolution autorisant la conversion d'une maison de chambre, résidence étudiante, en logement pour le bâtiment situé au 777 boulevard Robert-Bourassa, conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Premier projet de résolution. Et 40.19, adopter une résolution autorisant la construction d'un bâtiment comportant un volume dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale en mètres et en étages pour le bâtiment situé au 810 rue Saint-Antoine-Est, conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Premier projet de résolution. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. 40.20. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble une résolution modifiant la résolution CA 17-240-546 autorisant la démolition du bâtiment situé au 1560-1582 rue Sainte-Catherine-Est, ainsi que la construction et l'occupation d'un édifice sur le terrain compris entre les rues Sainte-Catherine, de Champlain, Garot et Alexandre de Sèvres, complexe Le Bourbon, premier projet de résolution. Des commentaires? Oui, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai indiqué là, au départ, lors de la période de questions, attendu que la hauteur supplémentaire a été accordée à condition d'y avoir des locaux pour les organismes communautaires, attendu que cette modification est contraire à l'engagement qui avait été pris envers la communauté, j'aimerais proposer de refuser l'adoption de la modification de la résolution CA 17-2405-46. Appuyé par Mme Moserol, très bien. Donc, cette proposition de modification de la résolution CA 17-240-546 est donc refusée.
Le 20.21, adopter un règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, le règlement sur les dérogations mineures, le règlement sur la démolition de l'immeuble, le règlement sur les certificats d'autorisation et d'occupation, le règlement sur les clôtures de l'arrondissement de Ville-Marie et le règlement sur les opérations cadastrales, afin notamment d'assurer la concordance au plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. C'est un avis de motion. Le 40.21.1, adopter un règlement modifiant le règlement d'urbanisme de Ville-Marie. Ah, c'est tous les mêmes points, hein, n'est-ce pas? Tout à fait, Mme la mairesse. C'est que le deuxième, c'est l'adoption du projet de règlement. Je peux-tu faire un raccourci? Le règlement sur les projets particuliers de construction, etc., jusqu'à... Et le règlement sur les opérations cadastrales, ça se fait-tu, ça? Afin notamment d'assurer la concordance au plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. Et c'est une... oui, alors c'est proposé par Monsieur... Monsieur Baudry, appuyé par Mme Mauserol. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. J'ai inventé quelque chose. On comprend bien que c'est exactement un copier, que le libellé du 40.21 et du 40.21.1 est exactement le même. Merci. Merci beaucoup de le mentionner. Vous avez raison pour des fins de clarté, de transparence avec ceux et celles qui nous écoutent. Le 40.22, adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, notamment afin d'ajuster des dispositions visées indirectement par la concordance au plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. C'est un avis de motion. Et le 40.22.1, c'est d'adopter le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, notamment afin d'ajuster des dispositions visées indirectement par la concordance au plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. C'est proposé par M. Baudry et appuyé par Mme Mauserol. Des commentaires? Cette proposition est donc adoptée. Et c'est ce qui nous amène au 70.01, qui est la levée de la séance. Et je vous rappelle que la prochaine séance ordinaire du Conseil aura lieu mardi, le 30 septembre 2025, à la salle du Conseil située au rez-de-chaussée du 800 boulevard de Maisonneuve, où on se trouve, en fait. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis bonne soirée.